Sous le sable brûlant du désert, une ombre s'élève, taillée dans la pierre depuis des millénaires. La grande pyramide de Gizeh défie le temps, comme si elle n'avait jamais été conçue par des mains humaines, mais surgit d'un autre ordre, étranger à notre compréhension. Chaque bloc pesant des tonnes s'emboîte avec une précision que nos machines modernes peinent à égaler. Derrière ce silence de pierre, il y a une énigme plus vaste que l'histoire officielle, une construction dont l'origine semble dépasser l'imagination. Était-ce réellement l'œuvre des Égyptiens de l'Antiquité, ou bien avons-nous projeté sur eux une tâche trop colossale pour leur époque? Dans ce doute, une brèche s'ouvre, et à travers elle s'invite la possibilité d'un récit oublié, dissimulé sous les certitudes fragiles de l'archéologie. Au cœur du plateau de Gizeh, la grande pyramide se dresse comme une présence silencieuse, indifférente aux siècles qui passent. Son visage est celui d'une énigme figée dans la pierre, une question éternelle posée à l'humanité. Lorsque l'on s'approche de ces parois, l'impression n'est pas seulement celle d'un monument gigantesque, mais d'une intention mystérieuse, un savoir immobile qui résiste au temps. Les blocs de calcaire et de granit semblent parler, mais leurs voix sont étouffées par le sable et les vents. Chacun d'eux repose avec une précision que la mémoire collective peine à justifier. Comment expliquer un tel degré de maîtrise dans un monde que l'on nous décrit comme archaïque, limité à des outils rudimentaires et à la force humaine? L'observateur attentif ressent presque une dissonance. Le discours académique affirme une origine claire, mais la matière elle-même suggère autre chose. Ces pierres muettes n'acceptent pas facilement le récit simplifié qui leur est imposé. Elles portent une forme d'évidence qui trouble. La technique, t'attentant à la méthode, la raison d'être demeure hors de portée. Comme si l'on contemplait non seulement une œuvre d'ingénierie, mais aussi un message énigmatique destiné à défier toute explication trop humaine. Les historiens nous racontent que Khéops, pharaon de la 4e dynastie, aurait commandé cette construction monumentale comme tombe éternelle. On imagine des armées de travailleurs, disciplinés et acharnés, façonnant et hissant des blocs colossaux, avec des cordes et des rampes. Mais en écoutant attentivement le silence de la pyramide, un doute s'installe. Aucun texte ancien ne décrit clairement l'édification de cette montagne de pierre. Pas un seul papyrus, pas une fresque, pas un témoignage précis ne raconte l'exploit. Les Égyptiens, si prolifiques lorsqu'il s'agissait de glorifier leur victoire et leur Dieu, auraient-ils omis de relater la construction de la plus prodigieuse de leurs œuvres? Ce vide dans la mémoire historique est déjà en lui-même un signe d'ombre. L'absence de récit laisse la place aux pierres elles-mêmes comme seules gardiennes de la vérité. Chaque bloc, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, est ajusté avec une rigueur qui défie l'imagination. L'on peut glisser une lame de couteau entre certains joints sans trouver d'espace libre. Ces surfaces polies et précises rappellent davantage les exigences d'une technologie moderne que celles d'ouvriers armés de simples ciseaux de cuivre. Le sable et le vent n'ont pas effacé cette exactitude. Elle demeure éclatante, inaltérée, comme une signature intemporelle que nul ne peut contester. Mais au-delà de la technique, c'est l'ampleur même du projet qui questionne. Si l'on accepte le récit traditionnel, la pyramide aurait été achevée en à peine 20 ans. Cela impliquerait l'extraction, le transport, la taille et l'ajustement de milliers de blocs chaque jour dans un rythme quasi inhumain. La vision de ce chantier, tel qu'on nous le décrit, ressemble davantage à un mythe héroïque qu'à une réalité pratique. On imagine une foule infinie, des rampes gigantesques s'élevant jusqu'au ciel, des cordages usés par des mains fatiguées. Pourtant, aucun vestige de ces infrastructures titanesques n'a jamais été découvert. Les rampes que l'on évoque ne sont que des conjectures, des hypothèses fragiles qui peinent à s'ancrer dans le réel. Face à ce constat, les pierres reprennent leur mutisme. Elles ne se plient pas au schéma moderne, ni aux reconstitutions imaginées. Elles sont là, immuables, et laissent le visiteur dans un état de perplexité. L'impression est si forte que la pyramide est antérieure à l'histoire officielle, qu'elle porte un héritage plus ancien. Une mémoire perdue. Certaines traditions orales et transmises au fil des âges parlent d'un savoir oublié, d'un âge où les hommes n'étaient pas seuls à modeler la terre. Les pierres ne confirment rien, mais elles ne réfutent pas non plus. Elles se contentent d'exister, imposantes, comme si leur silence était volontaire. Cette absence de réponse nourrit les spéculations. Certains chercheurs indépendants, archéologues non conformistes et penseurs alternatifs ont suggéré que la pyramide n'était pas seulement un tombeau, mais une machine, un dispositif, un temple cosmique,
Il souligne ses alignements avec les constellations, sa correspondance avec des proportions mathématiques universelles, son lien mystérieux avec d'autres monuments dispersés dans le monde. La pyramide devient alors plus qu'un monument. Elle est une carte gravée dans la pierre, un signal adressé au futur. Mais qui en serait l'auteur? Les pierres, encore une fois, se taisent. Leur message est voilé, à peine perceptible, et pourtant il résonne avec insistance. Lorsque l'on contemple l'ensemble depuis le désert, une impression étrange naît. Ce monument ne semble pas appartenir pleinement au paysage égyptien. Il surgit comme un intrus, comme un héritage d'une époque étrangère, d'un savoir disparu. Les Égyptiens l'ont honoré, utilisé, intégré à leur culture, mais ont-ils vraiment été les bâtisseurs? Le plus troublant réside dans la continuité historique. Après Khéops, les pyramides construites par ses successeurs montrent un déclin évident. Les proportions sont approximatives, les pierres moins ajustées, les structures plus fragiles. Comment expliquer qu'un peuple ait atteint un sommet technique si inégalé pour ensuite régresser aussi brutalement? Si la Grande Pyramide avait été le fruit d'une évolution progressive, on s'attendrait à voir ce niveau de maîtrise se prolonger. Or, l'histoire offre l'inverse, une apogée surgissant soudainement, suivie d'un déclin inexpliqué. Tout cela invite à considérer la Grande Pyramide comme un vestige d'un autre âge, peut-être hérité, peut-être redécouvert par les Égyptiens, mais dont la véritable genèse demeure dissimulée. Elle est une bibliothèque minérale dont nous n'avons pas la clé. Ces blocs empilés dans un ordre parfait ressemblent à des pages que nous ne savons pas lire. Chaque pierre conserve son secret, immuable, et impose le silence à ceux qui voudraient en trancher trop vite sur son origine. L'énigme des pierres muettes n'est pas seulement une question d'ingénierie ou d'histoire, elle touche à la perception que nous avons du passé. Elle rappelle que nos certitudes sont fragiles, que l'histoire humaine n'est pas un récit linéaire, mais une mosaïque incomplète, trouée d'oubli et de mystères. La pyramide, en se dressant dans ce désert immobile, devient une invitation à l'humilité. Elle nous dit que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas encore, et que peut-être nous ne comprendrons jamais. Et pourtant ce mystère n'éteint pas la curiosité. Au contraire, il l'alimente. Il pousse à chercher des traces ailleurs, à interroger d'autres monuments, à comparer les énigmes dispersées sur la planète. Car la pyramide n'était pas seule. Elle dialogue avec d'autres mégalithes, d'autres constructions silencieuses qui toutes posent la même question essentielle. Mais cela appartient déjà à une autre étape de ce voyage. Lorsque l'on contemple la Grande Pyramide, une évidence surgit. Ce monument ne se contente pas d'être gigantesque, il est d'une exactitude qui semble défier toute logique humaine. Ces lignes ne sont pas seulement droites, elles paraissent ajustées à un ordre invisible, comme si elles répondaient à une harmonie qui nous échappe. Les anciens voyageurs arabes, frappés par cette perfection, la décrivèrent déjà comme un édifice qui ne pouvait être l'œuvre de simples mortels. Aujourd'hui encore, malgré les siècles et l'érosion, les blocs s'emboîtent avec une rigueur telle qu'elle semble appartenir à un autre âge, à une intelligence différente de la nôtre. En approchant de ces parois, on découvre une minutie qui dépasse le besoin d'un tombeau. Les jointures entre les pierres ne sont pas grossières ni approximatives, mais taillées avec un soin presque obsessionnel. Chaque bloc paraît avoir été façonné pour épouser l'autre avec une tendresse mécanique, une précision qui confère à l'ensemble un sentiment de continuité. Ce n'est pas un simple empilement, c'est une architecture qui respire la mesure, la symétrie et l'intention. Comme si chaque détail, chaque alignement avait été pensé non pas pour des yeux humains, mais pour répondre à une exigence plus vaste, peut-être cosmique. Les égyptologues affirment que les ouvriers utilisaient en salé des outils de cuivre et de pierre pour façonner des millions de blocs. Pourtant, lorsque l'on observe l'exactitude des angles et la régularité des surfaces, un malaise surgit. Car cette précision évoque un savoir-faire qui dépasse ce que l'on attribue aux techniques rudimentaires. Les outils simples, usant contre le calcaire dur et le granit encore plus réfractaire, ne suffisent pas à expliquer ce résultat. Cette perfection semble étrangère à la fragilité de l'effort humain. Elle semble, au contraire, liée à une connaissance plus subtile, à une maîtrise des matériaux que nous avons du mal à imaginer. Ce qui trouble encore davantage, c'est l'alignement de la pyramide. Ses faces y sont orientées presque parfaitement vers les points cardinaux, avec une justesse que l'on ne retrouve que rarement dans l'histoire de l'architecture ancienne. Comment une civilisation, décrite comme limitée dans ses instruments de mesure, a-t-elle pu orienter un monument de cette ampleur avec une telle rigueur? Cette question ouvre une brèche.
Peut-être les Égyptiens possédaient-ils un savoir disparu, une méthode de mesure que nous n'avons pas retrouvée, ou bien la pyramide est-elle le vestige d'une connaissance héritée, transmise depuis des temps plus anciens? L'impression qui domine lorsqu'on examine cette justesse n'est pas celle d'un hasard ou d'un tâtonnement. Au contraire, tout semble calculé avec une exactitude presque inhumaine. Le visiteur ressent comme une volonté d'inscrire dans la pierre non seulement un monument, mais une vérité immuable, une leçon chiffrée sans nombre, transmise à travers les siècles. La pyramide devient un manuscrit silencieux, où chaque jointure, chaque orientation est un mot, une phrase écrite dans le langage du cosmos. On raconte que certaines pierres, polies avec un raffinement extrême, reflétaient en jadis la lumière du soleil au point que la pyramide resplendissait comme une montagne d'or blanc. Si cela est vrai, alors l'effet devait être saisissant. L'édifice ne se contentait pas d'exister, il communiquait avec le ciel, projetant la lumière de l'astre suprême comme un miroir cosmique. Cet éclat aurait transformé la pyramide en un phare visible à des kilomètres, un symbole autant céleste que terrestre. Une telle volonté de perfection dans l'apparence extérieure ne peut être réduite à un simple caprice esthétique. Elle témoigne d'un projet plus vaste, comme si l'édifice devait parler autant aux dieux qu'aux hommes. Mais au-delà de l'éblouissement visuel, c'est la cohérence interne de la pyramide qui intrigue. Chaque proportion, chaque dimension semble répondre à une logique, comme si l'ensemble était régi par une grammaire invisible. La précision dépasse le besoin pratique, elle devient un langage en soi. Pourquoi tant de soins, tant de rigueur pour un tombeau censé abriter un seul homme? Pourquoi ériger un monument où la minutie frôle l'obsession? Ces questions demeurent sans réponse claire, mais elles invitent à contempler la pyramide non comme une sépulture, mais comme une œuvre de science et de mémoire. Ce qui fascine encore davantage, c'est la résistance de cette précision à travers les âges. Malgré les tremblements de terre, les pillages, l'érosion des siècles, la pyramide reste droite, stable, fidèle à sa forme originelle. Cette endurance est elle-même une preuve de la qualité de sa construction. Beaucoup de monuments bâtis dans l'histoire de l'humanité se sont effondrés, se sont transformés en ruines. Mais ici, l'édifice continue de défier le temps. Il semble conçu non seulement pour durer, mais pour traverser les airs comme un témoin immuable, comme si son message devait atteindre un futur lointain. À mesure que l'on s'attarde sur ces détails, un sentiment étrange s'installe, celui d'une intention qui dépasse les besoins humains. La précision devient alors un indice, une trace d'un savoir ancien, peut-être oublié, peut-être volontairement dissimulé. Certains chercheurs, marginaux ou alternatifs, voient que dans cette exactitude le signe d'une technologie disparue, d'une connaissance dont nous n'avons plus la clé. Les archéologues traditionnels préfèrent invoquer l'ingéniosité collective et l'organisation du travail. Mais l'évidence des pierres demeure silencieuse, irréfutable. La pyramide, par cette exactitude, trouble notre conception du passé. Elle nous oblige à reconsidérer l'idée que les civilisations anciennes étaient limitées et lentes dans leur progrès. Elle suggère, au contraire, l'existence de bonds soudains, de sommets de savoir atteints puis perdus. Elle rappelle que l'histoire n'est pas une marche linéaire, mais une succession de révélations et d'oublis. La grande pyramide apparaît alors comme le vestige d'un sommet oublié, une montagne de pierres surgie d'un âge dont nous avons perdu la mémoire. Dans ce silence, le visiteur moderne ressent une impression d'étrangeté, comme si la précision de la pyramide n'était pas destinée à être comprise immédiatement, mais à être redécouverte après des millénaires. Elle devient un message non pas pour ses contemporains, mais pour l'avenir, pour ceux qui viendraient bien plus tard, lorsque les certitudes seraient ébranlées et que l'on chercherait à nouveau des réponses dans la pierre. Cette perfection si déconcertante ouvre une autre question. Si une telle maîtrise a existé, pourquoi n'a-t-elle pas été reproduite ? Pourquoi les monuments suivants, les pyramides postérieures, n'ont-ils pas atteint la même exactitude ? La réponse n'est peut-être pas dans l'histoire officielle, mais dans le mystère de la transmission. Le savoir s'efface vite lorsque la mémoire se brise. Peut-être la grande pyramide fut-elle le dernier témoignage d'un art ancien, d'une science perdue, d'une vision du monde qui s'est dissoute dans le temps. Ainsi la pyramide ne cesse de rappeler son étrangeté. Par sa taille, par sa forme, mais surtout par cette précision qui semble hors du temps, elle se dresse comme un défi lancé à la raison humaine. Elle invite à reconnaître les limites de notre compréhension et à admettre qu'il existe dans l'histoire des zones d'ombre que la logique seule ne peut éclairer. Sa rigueur architecturale est une énigme, une clé brisée dont il nous manque encore les fragments.
Et tandis que l'on s'éloigne de ces parois immenses, la question demeure insistante. Comment expliquer une telle perfection? La réponse ne se trouve pas seulement dans les pierres, mais dans l'interrogation même qu'elles suscitent. Une interrogation qui, tôt ou tard, conduit à s'intéresser non plus seulement aux techniques visibles, mais au mystère de la transmission et au savoir que le temps a englouti. C'est vers cette frontière entre mémoire et oubli que nous devons maintenant nous tourner. Lorsque l'on tente de reconstituer la construction de la Grande Pyramide à partir des connaissances attribuées aux anciens Égyptiens, une contradiction se dresse immédiatement. L'histoire officielle évoque des ciseaux de cuivre, des marteaux de pierre, des cordes grossières et des rondins de bois. Or, face à l'immensité et à la précision de l'édifice, ces instruments paraissent pour soudain dérisoires. L'image des ouvriers taillant des blocs de granit avec du cuivre et les traînant sur des traîneaux rudimentaires semble presque appartenir à une légende enfantine plutôt qu'à une réalité architecturale. La pyramide, par sa perfection, renvoie implacablement à une question. Ces outils, tels que nous les concevons, étaient-ils réellement suffisants pour accomplir une telle œuvre? Le granit, utilisé notamment dans les chambres internes, est l'un des matériaux les plus résistants de la nature. Même aujourd'hui, sa taille exige des machines puissantes et des lames incrustées de mini de diamants. Pourtant, dans les galeries de la pyramide, des blocs massifs de granit s'alignent, polis, ajustés, comme si leur mise en place avait été simple. L'idée que des ouvriers aient pu obtenir un tel résultat avec de simples maillets et des scies de cuivre paraît inconcevable. Car le cuivre, métal tendre, s'use rapidement lorsqu'il rencontre la dureté du granit. Les pierres, silencieuses mais intransigeantes, témoignent d'un travail qui dépasse les limites des outils connus. Même le calcaire, matériau plus tendre que le granit, exige une technique avancée pour produire des ajustements aussi précis que ceux que l'on observe. Les faces de certains blocs s'emboîtent avec une perfection qui laisse perplexe. Si l'on admet l'utilisation de ciseaux rudimentaires, comment expliquer un tel degré de régularité sur des millions de pierres? L'usure des outils aurait dû générer des imperfections, des écarts visibles, des approximations. Or, ce que l'on constate, c'est une rigueur qui ne se relâche jamais, une exactitude répétée à l'infini, bloc après bloc. À cela s'ajoute la question du transport. On imagine les blocs arrachés aux carrières, hissés sur des traîneaux, traînés par des centaines d'hommes sur des rampes de sable et de pierre. Mais les représentations que l'on nous propose relèvent de xintes de conjectures fragiles. Aucun vestige de ces rampes gigantesques n'a été découvert autour de la pyramide. Pour soulever les pierres jusqu'aux hauteurs vertigineuses du monument, il aurait fallu des constructions temporaires plus grandes encore que l'édifice lui-même, puis les démonter sans qu'il n'en reste aucune trace. Cette absence renforce le sentiment que les outils et les méthodes décrits ne suffisent pas à expliquer l'existence de ce géant minéral. Certains archéologues se les suggèrent sauf que l'on a peut-être surestimé la difficulté. Ils évoquent dans la force collective, la discipline, l'ingéniosité d'un peuple dévoué à son souverain et aux dieux. Mais ces explications, souvent énoncées avec assurance, ne dissipent pas les doutes, car l'obstacle naissant n'est pas seulement physique, il est aussi logique. Comment un peuple supposément limité à des moyens élémentaires a-t-il pu non seulement ériger une montagne de pierre, mais l'ériger avec une précision qui frôle la perfection? La réponse demeure insaisissable. Des chercheurs indépendants ont tenté d'imaginer d'autres méthodes. Certains évoquent l'utilisation de techniques perdues, d'instruments dont nous n'avons plus de traces. D'autres vont plus loin et suggèrent que les Égyptiens auraient hérité d'un savoir qui ne leur appartenait pas, mais qu'ils auraient utilisé sans en comprendre toute l'étendue. Ces hypothèses restent controversées, rejetées par l'académie traditionnelle, mais elles naissent de cette confrontation directe avec l'évidence des pierres. Car chaque visite, chaque mesure, chaque observation alourdit le paradoxe. Les outils connus ne suffisent pas. L'idée d'une transmission oubliée, d'un savoir disparu, trouve un écho dans d'autres régions du monde. Les mégalithes de Baalbek, les statues de l'île de Pâques, les temples mégalithiques de Malte, tous posent dans la même question. Comment des civilisations anciennes, armées de moyens rudimentaires, ont-elles pu déplacer et façonner des blocs de pierre colossaux avec une telle exactitude? La pyramide de Gizeh n'est pas seule dans ce mystère. Elle dialogue avec d'autres monuments comme si tous appartenaient à une tradition universelle de bâtisseurs, dont nous avons perdu la clé. L'examen attentif des marques laissées sur les pierres ajoute une autre couche d'étrangeté. Certains blocs montrent des traces qui évoquent non pas une taille manuelle, mais un usinage,
comme si la pierre avait été découpée ou façonnée par un procédé plus complexe. Ces observations, encore marginales, alimentent l'idée que les outils connus ne suffisent pas à expliquer l'ensemble. Elles laissent entrevoir la possibilité que la pyramide témoigne d'un savoir-faire oublié, étranger à l'époque dans laquelle on cherche à l'enfermer. La difficulté réside dans le silence des sources écrites. Les Égyptiens n'ont laissé aucun plan, aucun manuel, aucun récit détaillant la construction. Ce vide est troublant. Il oblige à se tourner uniquement vers la matière, vers les blocs eux-mêmes, comme si les pierres étaient les seules archives disponibles. Et ces archives nous disent quelque chose de simple mais dérangeant. La technique attribuée à leur construction ne correspond pas à ce que nous voyons. Certains diront que c'est précisément ce vide qui nourrit les spéculations, que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Mais la pyramide, par sa réalité physique, impose une vérité. Elle existe, elle est exacte, elle est durable, et c'est cette réalité qui entre en conflit avec l'image des outils rudimentaires. Le contraste est trop grand pour ne pas susciter l'inconfort. En contemplant cette contradiction, une sensation étrange s'installe. On a l'impression que la pyramide se dresse comme un paradoxe volontaire, une énigme destinée à forcer l'humanité à remettre en question ses certitudes. Les outils connus, avec leurs faiblesses et leurs limites, deviennent le miroir de notre propre ignorance. Ils nous rappellent que nous ne savons pas tout, que nous avons peut-être simplifié l'histoire au point de la déformer. La question reste ouverte, suspendue dans l'air chaud du désert. Comment un peuple de l'Antiquité, muni de moyens que nous jugeons dérisoires, a-t-il pu bâtir un monument qui défie encore nos technologies modernes ? Le doute ne disparaît pas, il grandit au contraire à mesure que l'on observe, que l'on étudie, que l'on compare, et ce doute nous conduit naturellement à interroger non seulement les outils, mais aussi la force elle-même, la logistique, l'organisation. Si les instruments étaient insuffisants, comment alors ont-ils déplacé, hissé et ajusté ces pierres colossales ? Le désert de Gizeh garde le secret d'un fardeau presque inconcevable. La grande pyramide n'est pas une abstraction, mais un assemblage de millions de tonnes de pierres, taillées, déplacées et posées avec une assurance qui semble appartenir à une autre logique. Chacun de ces blocs, qu'il s'agisse du calcaire arraché aux carrières voisines ou du granit provenant de contrées lointaines, témoigne d'un effort colossal. Pourtant, cet effort paraît à la fois inimaginable et invisible. Car où sont les traces de cette lutte contre le poids, contre l'inertie de la matière ? Les pierres, lourdes et silencieuses, n'ont rien laissé derrière elles si ce n'est leur propre présence, comme si elles s'étaient posées d'elles-mêmes dans l'ordre parfait qui compose l'édifice. Le calcaire, matériau prédominant de la pyramide, formait l'essentiel de ses couches extérieures et intérieures. Les carrières se trouvaient à proximité, mais la simple extraction de blocs de plusieurs tonnes reste une entreprise redoutable. Comment imaginer des milliers d'ouvriers, jour après jour, arrachant à la roche ces masses énormes, les façonnant, puis les transportant jusqu'au chantier, dans un rythme incessant qui aurait duré des décennies. Même si l'on admet la force d'une organisation collective, le poids demeure un obstacle implacable, une barrière naturelle que l'on ne franchit pas aisément avec des cordes et des rondins. Le granit, lui, renforce encore l'énigme. Contrairement au calcaire, il ne se trouvait pas à Gizeh. Ces carrières se situaient à Assouan, à des centaines de kilomètres au sud, le long du Nil. Ces blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, auraient dû être extraits, façonnés et transportés sur de longues distances. On imagine des barges de bois flottant sur le fleuve, portant ces masses immenses au fil du courant. Mais la vision d'un tel transport, aussi rudimentaire qu'improbable, ne dissipe pas le trouble. Car au-delà du voyage, il fallait ensuite hisser ces pierres à l'intérieur de la pyramide, les placer dans les chambres et les galeries, parfois à des hauteurs considérables. Les archéologues décrivent souvent ces opérations avec une confiance tranquille, évoquant des rampes, des cordages et une armée de travailleurs. Pourtant, plus on se rapproche de la réalité matérielle, plus le doute s'épaissit. Car le poids du granit n'est pas une donnée abstraite. Il écrase, il résiste, il oppose une force que la simple volonté ne suffit pas à vaincre. Et pourtant ces blocs sont là, alignés avec une précision qui défie l'entendement. La pyramide en silence semble demander « Par quel miracle ces pierres ont-elles été arrachées à la terre, transportées sur de telles distances, puis posées dans une harmonie parfaite ?» Certains récits anciens suggèrent que les Égyptiens connaissaient des méthodes qui se sont perdues. Des traditions évoquent des chants, des vibrations, des sons mystérieux capables d'alléger la pierre ou de la faire flotter. Ce ne sont que des échos,
des murmures d'un passé obscur, que la science moderne refuse d'entendre. Mais ces légendes naissent du même constat. Le poids dépasse ce que l'on peut expliquer avec les moyens attribués à l'époque. Et lorsque les pierres deviennent trop lourdes pour l'imaginaire humain, le mystère s'installe. La question n'est pas seulement technique, elle est symbolique. Le poids du granit et du calcaire est celui de notre ignorance. Chaque bloc est une énigme posée aux voyageurs. On peut mesurer sa masse, estimer ses dimensions, imaginer les outils utilisés. Mais aucune hypothèse n'efface la sensation d'impossible. Ces pierres se dressent comme des énigmes incarnées, rappelant que l'humanité a peut-être oublié une part essentielle de son histoire. Elles nous forcent à admettre que le poids n'a pas seulement été vaincu, mais transcendé, comme si la matière elle-même avait obéi à une connaissance disparue. La densité de la pyramide, son volume, son équilibre renforcent encore ce sentiment. On se tient devant un édifice qui ne devrait pas exister, si l'on en croit les limites des outils et des techniques connus. Et pourtant il est là, massif, immuable, défiant la logique. Le calcaire et le granit se transforment en langage, en écriture silencieuse. Leur poids ne les a pas empêchés d'être portés, au contraire, il est devenu partie intégrante du message. Le gigantisme semble intentionnel, comme si la lourdeur des pierres était une façon de rendre le monument éternel, inaltérable, invincible face au temps. Ce poids, paradoxalement, contribue à l'impression de légèreté que l'on ressent parfois devant la pyramide. Elle s'élève avec une harmonie telle qu'elle semble défier la gravité, comme si ces millions de tonnes se tenaient en équilibre sur une intention invisible. L'œil n'est pas écrasé par la masse, mais attiré vers le ciel, guidé par les lignes ascendantes. Cette impression ajoute encore au mystère, un monument si lourd et pourtant si aérien. Comme si les bâtisseurs avaient sinon voulu que la matière elle-même transcende sa propre nature. La réflexion sur le poids des pierres conduit aussi à une comparaison troublante avec d'autres monuments du monde. Partout, on retrouve cette obsession pour la pierre gigantesque. À Baalbek, des blocs de plusieurs centaines de tonnes gisent encore, taillés mais jamais déplacés. À Tiahuanaco, au Pérou, d'immenses blocs s'emboîtent avec une exactitude déroutante. L'humanité ancienne semble avoir entretenu une relation particulière avec la pierre colossale, comme si elle voyait dans le poids un langage sacré, un défi à la mémoire et au temps. La pyramide de Gizeh s'inscrit dans cette tradition, mais elle l'élève à son sommet. On pourrait dire que le véritable secret de la pyramide n'est pas son architecture, mais la façon dont elle a transformé le poids en mystère. Ce qui aurait dû rester impossible s'est incarné dans la pierre. Ce qui aurait dû écraser l'homme est devenu monument. Le poids, plutôt que de l'imiter, est devenu le moyen de révéler une connaissance qui nous échappe. Chaque bloc est une preuve silencieuse que quelque chose dans le passé défiait nos conceptions actuelles de la force et de la technique. En quittant les parois immenses et en contemplant la pyramide dans son ensemble, une impression persistante demeure. Elle n'est pas seulement faite de pierre, elle est faite d'un silence qui pèse autant que ses blocs. Un silence lourd de questions qui nous oblige à reconnaître que nous ne savons pas comment ce poids a été vaincu. Ce mystère, loin de s'éteindre, s'épaissit à mesure que l'on observe, que l'on compare, que l'on imagine. Et dans ce silence, une certitude s'impose. Le poids des points des pierres n'a pas été vaincu par hasard. Il obéissait à une intention, à une logique qui dépasse la simple construction. La pyramide n'est pas un amas de blocs, elle est une énigme incarnée, une masse de calcaire et de granit transformée en symbole éternel. Mais ce symbole, par son poids, ne renvoie pas seulement à la terre. Il renvoie aussi au ciel, car derrière la lourdeur des pierres se cache une précision cosmique qui nous amène naturellement vers la prochaine question. Pourquoi cette montagne de pierres semble-t-elle alignée sur les étoiles ? Lorsque le regard s'élève au-dessus du plateau de Gizeh et se détache de la masse de la grande pyramide, une révélation discrète apparaît. Le monument n'est pas seulement enraciné dans la terre, il dialogue avec le ciel. Depuis des siècles, ceux qui l'étudient découvrent que ses lignes, ses angles et son orientation ne se limitent pas à une prouesse architecturale. Elles révèlent une attention méticuleuse portée aux astres, comme si chaque pierre avait été posée non seulement en fonction du sol, mais aussi en fonction de l'infini. L'orientation de la pyramide était presque parfaite. Ses faces Mansanseyi sont tournées vers les 4 points cardinaux avec une précision qui continue de troubler. Cette exactitude n'est pas fortuite. Elle semble répondre à une intention plus vaste, celle d'inscrire le monument dans un dialogue éternel avec la voûte céleste.
Mais comment, dans une époque où les instruments de mesure nous semblent rudimentaires, aurait-on pu atteindre une telle rigueur? Observer les étoiles à l'œil nu, tracer des lignes approximatives, ne suffirait pas à expliquer cette justesse. L'édifice semble guidé par une science plus fine, une compréhension intime des mouvements du ciel. Certains chercheurs ont remarqué que les 3 pyramides principales de Gizeh rappellent, dans leur disposition, la ceinture d'Orion. Ce rapprochement, qu'il soit intentionnel ou non, suscite un frisson particulier. Car si les bâtisseurs ont réellement aligné leur création avec une constellation, cela suppose un savoir astronomique exceptionnel, ainsi qu'une volonté de lier le destin terrestre au langage des étoiles. La pyramide ne serait plus seulement une demeure pour l'éternité, mais une balise cosmique, un miroir de l'ordre céleste figé dans la pierre. Cette hypothèse trouve un écho dans l'ancienne croyance égyptienne, selon laquelle les pharaons rejoignaient les dieux dans le ciel après leur mort. Les textes funéraires évoquent le voyage de l'âme vers Orion et Sirius, astres associés à la renaissance et à la divinité. La pyramide, orientée vers le cosmos, aurait alors été conçue comme une porte, un instrument permettant à l'esprit du roi de s'élever et de rejoindre la demeure des dieux. Ce lien entre terre et ciel, entre pierre et étoile, confère à l'édifice une dimension sacrée qui dépasse le simple cadre d'un tombeau. Mais la précision de ces alignements trouble davantage qu'elle ne rassure, car pour orienter un monument aussi colossal avec une telle exactitude, il aurait fallu une connaissance profonde de la mécanique céleste. Le mouvement des étoiles, leur déplacement au fil des siècles imposent des calculs complexes que nous maîtrisons aujourd'hui grâce aux sciences modernes. Comment expliquer qu'une civilisation supposée archaïque ait pu inscrire de telles correspondances dans la pierre sans instruments sophistiqués? Ce paradoxe ouvre la porte à une hypothèse dérangeante. Peut-être disposait-il d'un savoir astronomique dont nous avons perdu la trace. L'impression qui domine en observant ces alignements est celle d'une intention universelle, comme si la pyramide avait été conçue non seulement pour les Égyptiens de son temps, mais pour toute l'humanité à travers les âges. Elle se dresse comme un repère immuable, reliant la Terre au ciel, le passé au futur. Son orientation ne parle pas seulement aux contemporains de Khéops, elle parle à tous ceux qui, à travers les millénaires, lèveront les yeux vers les étoiles et chercheront un sens dans le silence. Ce lien céleste se retrouve aussi dans la conception des couloirs internes. Certaines galeries tollées de la pyramide sont orientées de façon à pointer vers des étoiles précises, comme si elles servaient de conduit symbolique pour l'âme du défunt ou comme instrument d'observation. Là encore, la précision intrigue. Ces passages, étroits et obscurs, semblent avoir été creusés pour répondre à une géométrie invisible, une carte stellaire gravée dans la pierre. On a parfois parlé de la pyramide comme d'un observatoire, non pas ouvert, mais enfoui dans sa masse, où la pierre elle-même devenait l'instrument. Cette idée renforce l'impression que les bâtisseurs poursuivaient une vision qui dépassait leur époque. Ils ne se contentaient pas de bâtir pour le présent, ils inscrivaient toute leur œuvre dans l'ordre éternel du cosmos. La pyramide, en ce sens, devient un pont entre le monde visible et l'invisible, entre la pesanteur terrestre et la légèreté des étoiles. Son silence ne se limite pas à la pierre, il s'étend à la voûte céleste, comme un écho minéral d'un langage cosmique. Ce qui fascine, c'est la permanence de ces alignements malgré les millénaires. Le ciel change, les étoiles se déplacent, mais la pyramide demeure fidèle à sa position. Elle conserve dans son immobilité une trace du ciel d'autrefois, un instant figé de l'histoire cosmique. C'est comme si elle avait été conçue pour être un témoignage éternel, une mémoire des étoiles telles qu'elles étaient vues à une époque révolue. Ainsi, elle n'est pas seulement un monument terrestre, elle est un calendrier céleste en étant une archive astronomique gravée dans la pierre. L'alignement de la pyramide sur les étoiles invite à réfléchir à la manière dont les anciens concevaient le monde. Peut-être ne séparaient-ils pas la Terre du ciel comme nous le faisons aujourd'hui. Peut-être voyaient-ils dans l'ordre cosmique le modèle de tout ce qui existe, et dans la pierre, le moyen d'incarner cet ordre sur Terre. La pyramide devient alors une reproduction de l'univers, une miniature colossale du cosmos destinée à rappeler que la vie humaine n'était qu'un reflet d'un équilibre plus vaste. Mais au-delà de la réflexion spirituelle, l'évidence matérielle demeure. Les alignements sont réels, mesurables, indéniables. La question reste donc entière. Comment, avec les moyens que nous leur attribuons, ont-ils pu les réaliser? La réponse ne se trouve peut-être pas dans les outils, mais dans une conception du monde radicalement différente. Les Égyptiens, ou ceux qui leur ont transmis ce savoir, n'auraient là pas seulement observé le ciel,
Ils l'auraient intégrée, intériorisée, au point d'en faire le guide invisible de leur architecture. Le voyageur moderne, en levant les yeux vers la pyramide au coucher du soleil, peut ressentir ce lien. Les pierres, des beignets dans la lumière rouge, semblent dialoguer avec les étoiles naissantes. On comprend alors que ce monument n'a pas été conçu uniquement pour être vu de jour. Il appartient aussi à la nuit, à la voûte sombre, où ces lignes immobiles retrouvent leur sens premier, refléter l'ordre éternel des astres. Et dans ce silence cosmique, une évidence se dessine. La pyramide n'est pas seulement un monument terrestre, elle est un repère universel, une balise posée dans le désert pour rappeler que l'homme, dès les origines, cherchait à s'inscrire dans l'infini. Mais ce lien avec le ciel ouvre une autre question, tout aussi troublante. Pourquoi cette architecture reflète-t-elle non seulement l'ordre des étoiles, mais aussi une géométrie sacrée, un langage universel de formes et de proportions qui semble dépasser le cadre de l'Égypte ancienne? Lorsque l'on contemple la Grande Pyramide, ce n'est pas seulement un monument de pierre que l'on voit, mais une structure qui semble obéir à une logique plus vaste, un langage silencieux fait de proportions et d'harmonie. Sa forme, apparemment simple, révèle à qui l'étudie une complexité insoupçonnée. Elle n'est pas qu'un amas de blocs assemblés pour créer une montagne artificielle. Elle est un message inscrit dans la pierre, une œuvre qui mêle science, spiritualité et symbolisme. La géométrie qui imprègne la pyramide n'est pas celle du hasard ni de la simple efficacité architecturale. Elle suggère une intention précise, presque obsédante, d'inscrire dans l'édifice des rapports qui dépassent les besoins pratiques. L'impression qui s'impose est que la pyramide fut pensée comme un manuscrit éternel, où chaque angle, chaque proportion, chaque dimension correspond à une connaissance qui échappe à l'œil non averti. Elle ne se contente pas d'occuper l'espace, elle dialogue avec lui, elle s'inscrit dans une harmonie universelle. Ce qui fascine, c'est la cohérence globale de ses proportions. Les mesures de la pyramide semblent faire écho à des constantes universelles, comme si l'édifice avait été conçu pour refléter une vérité plus large que la simple gloire d'un souverain. Ce langage géométrique rappelle ce que l'on appelle aujourd'hui la géométrie sacrée, une discipline ancienne, universelle, qui voyait dans les formes et les proportions des clés pour comprendre l'ordre du cosmos. La pyramide, dans cette perspective, devient un symbole, une passerelle entre le monde matériel et une connaissance intemporelle. Il ne s'agit pas seulement de la forme pyramidale elle-même, mais de ce qu'elle exprime. La pyramide est un triangle figé dans la pierre, une montagne artificielle dont la pointe s'élève vers le ciel, tandis que sa base repose solidement sur la terre. Elle incarne l'union des contraires, le terrestre et le céleste, le matériel et le spirituel, le fini et l'infini. En ce sens, elle n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, elle est une métaphore monumentale de l'ascension de l'esprit vers les hauteurs, de la quête de l'homme pour atteindre les dieux. Certains chercheurs voient dans ces proportions une manière d'inscrire dans la pierre une connaissance du monde naturel. La pyramide, par son orientation et ses dimensions, semble condenser des informations liées à la terre et au ciel, comme si elle avait été conçue pour être une archive de pierre. Elle serait un livre muet mais lisible à travers ses mesures et sa forme, une mémoire gravée dans la matière afin de traverser les millénaires. Ce qui trouble, c'est que cette intention dépasse largement les besoins d'un tombeau. Elle suppose une vision, une volonté de transmettre un message universel, destiné à survivre à l'oubli. La forme pyramidale elle-même, retrouvée dans d'autres cultures à travers le monde, semble parler un langage universel. Du Mexique à l'Asie, des Andes à l'Afrique, des peuples séparés par le temps et la distance ont bâti des pyramides, comme si tous avaient perçu dans cette forme une vérité commune. Ce parallèle nourrit l'idée que la géométrie de la Grande Pyramide n'est pas seulement égyptienne, elle est humaine, voire supra-humaine. Elle appartient à une tradition plus vaste, celle qui cherchait à incarner dans la pierre l'harmonie de l'univers. Ce langage géométrique ne se limite pas à l'extérieur de l'édifice. À l'intérieur, les galeries et les chambres révèlent elles aussi une rigueur dans les proportions. Les espaces semblent avoir été conçus pour répondre à des rapports précis, à des équilibres invisibles mais palpables. Chaque passage, chaque salle, chaque alignement interne contribue à l'impression d'une architecture qui ne laisse rien au hasard. Même le vide et l'obscurité paraissent avoir été pensés, comme si le silence et la pénombre participaient eux aussi de ce message géométrique. La notion de géométrie sacrée invite à voir la pyramide comme un instrument. Elle ne serait pas seulement une demeure pour les morts,
mais une machine spirituelle, un outil destiné à favoriser un passage, une transformation, une élévation. Sa forme, ses proportions, ses orientations créeraient un champ symbolique où la matière devient vecteur d'énergie et de sens. On peut imaginer les anciens prêtres pénétrant dans ces galeries, ressentant dans leur corps même l'effet de cette architecture, comme si les pierres résonnaient avec une harmonie cosmique. Cette interprétation ouvre des perspectives vertigineuses, car si la pyramide incarne réellement un langage universel, cela signifie que ses bâtisseurs avaient accès à une compréhension profonde du monde, une compréhension que nous avons en partie perdue. Ils n'ont pas seulement observé le ciel et la terre, ils ont cherché à en capturer l'essence, à l'inscrire dans un monument qui défierait le temps. Leur science, loin d'être rudimentaire, paraît au contraire être une forme de sagesse intégrale, un savoir où la spiritualité et la technique ne faisaient qu'un. Ce qui était frappant, c'est la permanence de cet impact. Des milliers d'années plus tard, la pyramide continue de susciter la fascination, d'éveiller la curiosité, de provoquer l'émerveillement. Son langage muet traverse les siècles et touche encore ceux qui la contemplent. Elle semble avoir réussi son objectif, transmettre au-delà du temps un sentiment d'ordre, de mystère et d'éternité. La géométrie sacrée qui la fonde ne s'adresse pas seulement à l'intellect, elle parle à l'intuition, au cœur, à ce sentiment diffus que le monde n'est pas chaos, mais harmonie. Ce silence géométrique, pourtant, laisse place à une nouvelle interrogation. Car si la pyramide exprime un savoir universel, pourquoi tant d'efforts pour dissimuler son sens véritable ? Pourquoi avoir construit un édifice qui semble vouloir transmettre un message tout en le voilant derrière des énigmes, des silences, des absences ? Peut-être parce que ce savoir n'était pas destiné à tous, mais seulement à ceux qui sauraient le déchiffrer. Peut-être parce que le monument devait rester une énigme, afin de préserver son pouvoir, sa charge de mystère. En quittant les pierres de Gizeh, une impression persiste. La pyramide est un code figé dans la matière, un code dont nous avons perdu la clé. Nous en devinons la logique, nous percevons son harmonie, mais nous restons incapables de tout comprendre. Elle se tient comme une énigme volontaire, un défi lancé à travers les âges. Sa géométrie, loin d'être un simple jeu mathématique, est une invitation à regarder le monde autrement, à chercher l'ordre caché derrière l'apparence du chaos. Et dans ce silence, une question nouvelle se dessine. Si la pyramide est une archive de savoir et un symbole d'harmonie, pourquoi avons-nous besoin de théories si fragiles, si incertaines, pour expliquer sa construction ? Les réponses officielles semblent pâles face à l'évidence des pierres. Les hypothèses techniques, souvent répétées, se brisent contre l'ampleur du mystère. Ce constat nous conduit à l'étape suivante. Examiner de près ces explications, notamment la théorie des rampes, et se demander si elles suffisent à éclairer un tel monument. Depuis que les égyptologues modernes ont tenté d'expliquer comment la grande pyramide fut érigée, une idée domine, celle des rampes. Selon cette hypothèse, les blocs de pierre auraient été hissés par d'immenses structures temporaires faites de terre, de briques crues ou de calcaire broyé, sur lesquels les ouvriers auraient fait glisser les blocs grâce à des traîneaux. C'est une image simple, accessible à l'esprit, des hommes en grand nombre tirant des cordes, avançant centimètre après centimètre jusqu'à ce que le sommet soit atteint. Mais lorsque l'on s'attarde sur les détails, cette théorie, si séduisante par sa simplicité, révèle ses faiblesses. La première question est celle de la taille. Pour élever une pyramide de plus de 140 mètres de hauteur, il aurait fallu une rampe gigantesque, peut-être plus longue encore que le monument lui-même, s'étendant sur plusieurs kilomètres. Cette structure, si elle avait réellement existé, aurait représenté un effort de construction colossal, peut-être supérieur à celui de la pyramide. Et pourtant, aucune trace de ces rampes n'a été découverte. Pas un vestige clair, pas une empreinte suffisamment convaincante dans le sol. Le désert, pourtant habile à conserver les ruines, n'a rien gardé de ces infrastructures éphémères. Les partisans de la théorie des rampes rétorquent que ces structures auraient été démontées après usage. Mais une telle opération aurait, elle aussi, nécessité un travail titanesque, dont les traces devraient subsister. La quantité de matériaux nécessaires pour ériger une rampe de cette ampleur dépasse l'entendement. Il ne s'agit pas de quelques pentes modestes, mais de montagnes artificielles qu'il aurait fallu construire, entretenir puis faire disparaître. L'absence de preuves devient alors un silence lourd qui fragilise l'hypothèse. Une autre difficulté réside dans la logistique. Faire glisser des blocs de plusieurs tonnes sur une rampe n'est pas une tâche anodine. L'inclinaison devait être suffisamment douce pour permettre l'effort humain, ce qui allongeait encore la rampe et compliquait sa construction.
De plus, l'opération exigeait une organisation impeccable, des centaines, parfois des milliers d'ouvriers tirant ensemble, coordonnés dans un effort commun. La Sksen est souvent représentée dans les ouvrages de vulgarisation, des rangées d'hommes transpirant sous le soleil, avançant péniblement sur une pente interminable. Mais cette image, malgré son apparente plausibilité, ressemble davantage à une illustration idéalisée qu'à une réalité concrète. D'autres variantes de la théorie ont été proposées. Certains chercheurs suggèrent que des rampes en spirale entouraient la pyramide, permettant de hisser les blocs tout en réduisant la longueur de l'infrastructure. D'autres imaginent des rampes internes, dissimulées dans la structure elle-même qui auraient en servi de couloir pour le transport. Ces hypothèses, si elles paraissent ingénieuses, restent fragiles, car elles n'expliquent pas entièrement comment les blocs les plus lourds, notamment ceux de granit placés dans la chambre du roi, ont pu être transportés à des dizaines de mètres de hauteur sans laisser de traces évidentes. Le problème principal demeure le même. La théorie des rampes tente de résoudre un mystère par un autre mystère. Elle suppose des moyens énormes, des infrastructures gigantesques, sans que l'on en retrouve la moindre preuve matérielle. Elle repose sur l'idée que des milliers d'hommes parfaitement coordonnés ont pu réaliser un exploit mécanique qui dépasse largement ce que nous observons ailleurs dans l'histoire. Mais le désert, encore une fois, garde le silence. Les rampes, si elles ont existé, se sont évaporées dans l'oubli, laissant place à l'énigme intacte. Ce doute grandissant a conduit certains à penser que la théorie des rampes n'est qu'une explication commode, une façon de satisfaire notre besoin de logique sans affronter la profondeur du mystère. Elle rassure en donnant une image concrète, mais elle échoue à convaincre pleinement, car l'esprit critique bute toujours sur la même contradiction. Pourquoi n'avons-nous pas d'exemples similaires ailleurs ? Pourquoi la Grande Pyramide, et seulement elle, aurait nécessité un effort aussi colossal, sans que les générations suivantes n'aient reproduit la même technique avec succès ? Il est intéressant de noter que les pyramides postérieures, moins imposantes et souvent moins précises, ne semblent pas avoir suivi la même méthode. Si la technique des rampes avait été si efficace, elle aurait été réutilisée, perfectionnée, adaptée. Or, ce que l'histoire nous montre, c'est une régression, une perte de savoir-faire. La théorie des rampes, censée être une solution universelle, ne trouve pas de continuité dans les monuments ultérieurs. Ce paradoxe renforce l'idée que la Grande Pyramide échappe à l'explication simplifiée que l'on voudrait lui imposer. Certains chercheurs indépendants vont plus loin encore. Pour eux, la théorie des rampes n'est pas seulement insuffisante, elle est absurde. Elle réduit un mystère cosmique à une simple question d'effort physique, alors que la pyramide témoigne d'une vision bien plus vaste. Selon eux, les bâtisseurs disposaient d'un savoir oublié, peut-être d'une technologie que nous ne comprenons pas, et les rampes ne seraient qu'une illusion créée pour masquer cette absence de réponse. Cette interprétation, jugée marginale par l'Académie, n'en reste pas moins nourrie par le silence des preuves et par l'évidence troublante de la pierre elle-même. Le débat autour des rampes reflète en réalité notre incapacité à accepter le mystère. Nous voulons croire que tout peut s'expliquer par le travail, la discipline et l'ingéniosité humaine. Mais la pyramide, immobile et silencieuse, continue de résister. Elle oppose à nos théories l'évidence de sa présence. Des millions de blocs parfaitement ajustés, sans que l'on puisse dire avec certitude comment ils ont été hissés. Ce contraste entre nos explications fragiles et la force du monument renforce le sentiment que nous passons à côté de l'essentiel. Ce silence n'est pas une simple absence de réponse. Il agit comme un appel à la réflexion. Peut-être la pyramide n'est-elle pas là pour être expliquée, mais pour rappeler que le monde contient encore des zones d'ombre, des mystères irréductibles à la logique rationnelle. La théorie des rampes, avec toutes ses variantes, n'est qu'une tentative humaine de combler ce vide. Mais ce vide demeure, immense comme le désert qui entoure le monument. En quittant le plateau de Gizeh avec cette question en suspens, une évidence s'impose. Les rampes, qu'elles aient existé ou non, n'épuisent donc pas le mystère. La pyramide se dresse toujours, intacte, défiant nos explications. Et derrière l'échec de cette théorie, une autre interrogation se dessine. Si les rampes ne suffisent pas, si les outils connus ne conviennent pas, si les méthodes traditionnelles échouent à convaincre, alors peut-être devons-nous interroger l'histoire elle-même. Qui étaient vraiment les bâtisseurs ? Et que savons-nous réellement d'eux ? L'image la plus répandue que nous portons encore aujourd'hui est celle de milliers d'ouvriers égyptiens s'activant sous le soleil brûlant, cordes en main, traînant d'immenses blocs de calcaire pour satisfaire la volonté absolue d'un pharaon.
Cette vision, héritée des premiers récits archéologiques modernes, s'est imposée comme une vérité scolaire, un récit simplifié qui apaise notre besoin d'explication. Pourtant, lorsque l'on observe de plus près les traces laissées par l'histoire, cette image se brouille. Les ouvriers de Khéops, tels qu'on les décrit, apparaissent moins comme une certitude que comme une reconstruction commode, un mythe moderne destiné à combler le silence du désert. Le récit officiel s'appuie sur quelques découvertes. Des fouilles ont révélé des restes de villages ouvriers à proximité du plateau de Gizeh, avec des habitations modestes, des fours, des outils, des squelettes marqués par les contraintes physiques. Ces vestiges témoignent bien de la présence d'une main-d'œuvre. Mais la question demeure. Suffit-elle à expliquer l'érection d'un monument d'une telle ampleur? Peut-on vraiment croire qu'un simple regroupement d'ouvriers, aussi nombreux et disciplinés soient-ils, ait pu accomplir un exploit qui défie encore aujourd'hui notre propre technologie? Les textes anciens ajoutent au trouble, car contrairement à ce que l'on imagine, aucun récit précis ne décrit la construction de la Grande Pyramide. Pas un papyrus, pas une fresque, pas une inscription détaillée n'a été retrouvé pour relater l'organisation, les méthodes ou la chronologie d'un tel chantier. Pour un peuple qui célébrait ses victoires militaires et glorifiait ses dieux sur les murs de ses temples, ce silence est étrange. Pourquoi avoir passé sous silence la construction du plus grand monument de leur civilisation? Était-ce une omission volontaire, un secret réservé à une élite, ou bien la preuve que l'histoire que l'on raconte n'est pas complète? Certains fragments, retrouvés dans des carrières ou sur des pierres, mentionnent le nom d'équipes de travailleurs, souvent sous des appellations humoristiques comme les ivrognes de Khéops ou les amis de Khéops. Ces graffitis gravés dans la pierre témoignent d'un lien entre le pharaon et les ouvriers. Mais peut-on en conclure qu'ils suffisent à expliquer la coordination de millions de blocs? Ou bien ne sont-ils que des marques isolées, des traces anecdotiques utilisées ensuite pour bâtir un récit plus vaste? L'image des ouvriers de Khéops est aussi brouillée par l'histoire des interprétations. Pendant longtemps, les Grecs anciens parlaient d'esclaves soumis à des travaux forcés. Plus tard, les archéologues modernes ont rejeté cette idée, affirmant qu'il s'agissait plutôt de paysans réquisitionnés durant la crue du Nil, nourris et logés en échange de leurs services. Certains y voient une forme de fierté nationale, un projet collectif qui unissait le peuple autour de son souverain. Mais cette version, plus noble et rassurante, ne repose pas davantage sur des preuves solides. Elle reflète surtout notre besoin contemporain d'adoucir le récit, de le rendre plus humain, plus acceptable. Au cœur de cette énigme se trouve une contradiction essentielle. Si les ouvriers de Khéops ont réellement bâti la pyramide, pourquoi le résultat est-il si inégalé? Pourquoi les générations suivantes n'ont-elles pas reproduit la même perfection? Les pyramides construites après celles de Khéops montrent un déclin manifeste. Pierres mal ajustées, structures fragiles, proportions moins harmonieuses. Comment expliquer qu'un peuple ait atteint un sommet de maîtrise pour ensuite régresser brutalement? Cette discontinuité suggère que la Grande Pyramide ne peut pas être comprise uniquement comme le produit d'un chantier organisé autour de milliers d'ouvriers. Elle semble appartenir à un autre ordre, à une logique qui dépasse le récit officiel. La question de la motivation ajoute une autre couche de mystère. Pourquoi tant d'efforts pour bâtir un monument destiné à n'abriter qu'un seul homme? La pyramide est immense. Sa construction aurait mobilisé des décennies de travail acharné. Peut-on croire qu'un peuple entier ait accepté de consacrer son énergie, sa force et sa vie pour glorifier le tombeau d'un seul souverain, aussi puissant fût-il? Le contraste entre la démesure de l'œuvre et la finalité supposée nourrit le doute. Peut-être la pyramide avait-elle une autre fonction, inconnue, que le récit des ouvriers ne suffit pas à éclairer. Certains chercheurs avancent que l'histoire des ouvriers de Khéops n'était qu'une façade. Elle servirait à ancrer le monument dans le cadre de l'histoire pharaonique, à lui donner une origine rassurante, humaine, compréhensible. Mais derrière ce récit se cacherait une réalité plus troublante, celle d'un héritage plus ancien, repris et approprié par les Égyptiens. Les ouvriers n'auraient pas bâti la pyramide, mais seulement entretenu, restauré ou adapté un monument déjà existant. Dans cette perspective, le rôle de Khéops aurait été moins celui d'un bâtisseur que celui d'un héritier, d'un roi qui s'est attribué la gloire d'un édifice dont l'origine véritable se perd dans la nuit des temps. Le silence des pierres nourrit cette hypothèse, car malgré toutes les fouilles, aucun corps de pharaon n'a jamais été retrouvé dans la grande pyramide. Aucune momie,
aucun trésor funéraire, rien qui confirme de manière définitive que l'édifice ait réellement été un tombeau. Cette absence alourdit le doute. Si la pyramide n'a pas servi de sépulture, alors le récit des ouvriers travaillant pour offrir une demeure éternelle à leur roi perd de sa crédibilité. Le monument devient autre chose et les ouvriers disparaissent dans les brumes du mythe. La fascination pour ces ouvriers supposés tient peut-être moins à leur réalité qu'à ce qu'ils symbolisent. Ils incarnent l'idée rassurante que l'homme, par son effort collectif, peut vaincre l'impossible. Ils sont le miroir de notre propre besoin de croire en la puissance du travail humain. Mais la pyramide, immobile et silencieuse, oppose à cette vision une énigme plus vaste. Elle semble dire que l'effort humain, si immense soit-il, ne suffit pas à expliquer sa présence. Elle résiste à l'image rassurante d'ouvriers suant sous le soleil. Elle exige une autre réponse. En quittant le plateau de Gizeh avec ces questions, une impression s'impose. Le récit des ouvriers de Khéops appartient autant au domaine du mythe qu'à celui de l'histoire. Il rassure, mais il ne convainc pas. La pyramide, par sa perfection, par son silence, par ses proportions, continue de défier cette version simplifiée. Elle invite à regarder plus loin que les hommes, vers un héritage qui les dépasse. Et c'est précisément vers cette idée que nous devons maintenant avancer. La possibilité que la Grande Pyramide soit le vestige d'un héritage plus ancien, plus mystérieux, appartenant à une civilisation disparue avant même l'Égypte pharaonique. Lorsque l'on contemple la Grande Pyramide, une intuition surgit. Elle ne semble pas seulement appartenir à l'Égypte pharaonique, mais à un passé plus vaste, plus obscur, presque effacé. Son silence, sa perfection et sa résistance au temps font d'elle non seulement un monument, mais une énigme inscrite dans la pierre. L'idée que ce chef-d'œuvre ait pu être conçu par une civilisation antérieure à celle que nous connaissons, par des mains et des esprits dont l'histoire n'a gardé aucune mémoire, n'est pas nouvelle. Elle parcourt les récits depuis des siècles comme une rumeur persistante qui refuse de disparaître. Les Égyptiens eux-mêmes semblent avoir entretenu cette ambiguïté. Dans certains textes, les pharaons se présentent davantage comme des héritiers que comme des bâtisseurs. Ils restaurent, ils honorent, mais ne revendiquent pas toujours la création. De nombreux temples, obélisques et statues portent les marques de réappropriation successives, comme si les souverains gravaient en leur cartouche sur des œuvres déjà existantes. Pourquoi la pyramide ne suivrait-elle pas ce modèle ? Peut-être que Khéops n'était pas l'architecte, mais l'appropriataire d'un monument déjà ancien auquel il aurait donné son nom et sa gloire. Certains récits arabes médiévaux, bien que tardifs et légendaires, renforcent ce sentiment. Ils évoquent une pyramide bâtie avant le déluge biblique comme une bibliothèque de pierre destinée à préserver les savoirs d'une humanité disparue. Ces récits, certes teintés de mythologie, traduisent néanmoins une intuition profonde, celle que le monument porte une mémoire antérieure à l'Égypte historique. La pyramide devient alors non pas un tombeau, mais un coffre-fort, une archive colossale conçue pour traverser les âges. Ce doute n'est pas propre au Proche-Orient. Partout dans le monde, des monuments énigmatiques semblent défier la chronologie officielle. Les mégalithes de Göbekli Tepe, en Turquie, vieux de plus de 10 000 ans, témoignent de sociétés déjà capables d'ériger des structures monumentales bien avant l'apparition de l'agriculture organisée. Si un tel savoir existait à une époque si reculée, pourquoi ne pas imaginer que d'autres civilisations, oubliées, aient laissé des traces ailleurs ? La Grande Pyramide pourrait être l'une de ces traces, intégrée plus tard à la culture égyptienne, mais portant l'empreinte d'un savoir plus ancien. Le contraste avec les autres pyramides renforce cette hypothèse. Les successeurs de Khéops ont tenté d'imiter la grandeur de son monument, mais sans jamais atteindre le même degré de perfection. Leurs pyramides, souvent inachevées ou effondrées, semblent marquer une régression. Comment expliquer que l'apogée se situe dès le début et que l'art de bâtir régresse ensuite ? Cela suggère que la Grande Pyramide n'était pas le fruit d'une évolution naturelle, mais un héritage isolé, un legs mystérieux qui n'a pas pu être reproduit. Certains chercheurs indépendants ont proposé que la Grande Pyramide soit bien plus ancienne que ce que l'on croit. Ils s'appuient sur des indices géologiques, traces d'érosion sur certaines parties de l'édifice qui pourraient indiquer une exposition à des pluies intenses, incompatibles avec le climat aride que connaît la région depuis des millénaires. Si ces observations étaient confirmées, cela signifierait que la pyramide remonterait à une époque bien antérieure à l'Égypte dynastique, peut-être à une ère où la vallée du Nil connaissait un climat radicalement différent. Derrière cette hypothèse plane une idée plus audacieuse, celle de civilisations disparues,
engloutis dans le temps, dont nous n'avons presque aucun souvenir. Le mythe de l'Atlantide raconté par Platon revient souvent dans ces discussions. Une civilisation avancée, anéantie par une catastrophe, aurait laissé des vestiges épars, parmi lesquels la Grande Pyramide pourrait être le témoin le plus imposant. Ce récit, souvent rejeté comme une fable, résonne pourtant étrangement avec la sensation de décalage que suscite le monument, car la pyramide ne semble pas seulement appartenir à son époque, elle semble hors du temps, étrangère aux moyens connus de l'Antiquité. Le concept d'héritage ancien trouve aussi un écho dans les comparaisons avec d'autres cultures. Les pyramides mayas, les ziggourats mésopotamiennes, les structures andines partagent d'eux des similitudes frappantes avec la forme pyramidale de Gizeh. Comment expliquer que des peuples séparés par des océans, sans contact direct, aient adopté une architecture si proche ? Soit cette forme est une intuition universelle de l'humanité, soit elle provient d'une source commune, un savoir originel transmis à travers les âges et adapté par des civilisations différentes. Dans ce second cas, la Grande Pyramide ne serait pas seulement égyptienne, mais universelle. Le silence des pierres nourrit ces spéculations, car elles ne livrent pas de preuves définitives. Elles se contentent d'exister, massives, immuables, imposant leur présence. Mais ce silence essaie lui-même un message. Il dit que l'histoire est incomplète, que ce que nous croyons savoir n'est peut-être qu'une fraction de la vérité. La pyramide se dresse comme un rappel que la mémoire humaine est fragile, qu'elle oublie, qu'elle simplifie, qu'elle efface. Les pierres, elles, se souviennent. Le visiteur qui s'attarde devant la grande pyramide peut ressentir ce vertige. Il contemple non seulement un monument, mais un fragment d'une histoire perdue. Il se demande si les mains qui ont posé ces blocs appartenaient vraiment à des ouvriers de Khéops, ou si elles venaient d'un peuple dont nous ne connaissons plus rien, d'une civilisation disparue dont il ne reste que ce témoignage de pierre. Cette pensée troublante ne peut être ni confirmée ni réfutée. Elle demeure suspendue, comme un écho dans le vent du désert. Si la Grande Pyramide est un héritage plus ancien que l'Égypte, alors elle nous oblige à reconsidérer toute notre vision du passé. Elle nous rappelle que l'histoire humaine pourrait être bien plus ancienne, bien plus complexe que ce que nos livres nous enseignent. Elle nous invite à voir dans le sable du désert, non pas un vide, mais un voile recouvrant les traces d'un monde oublié. Ce doute, loin de diminuer le mystère, l'amplifie, car il ouvre la possibilité que la pyramide ne soit pas un cas isolé, mais qu'elle fasse partie d'un réseau mondial de monuments hérités, tous porteurs d'un message que nous avons perdu. C'est vers ce réseau, vers ces autres mégalithes dispersés sur la planète, qu'il faut maintenant tourner le regard. Car la Grande Pyramide n'est pas seule. Elle dialogue avec d'autres géants de pierre érigés aux quatre coins du monde, comme si tous racontaient une même histoire, une mémoire universelle dont nous n'avons plus que des fragments. Et lorsque l'on évoque la Grande Pyramide, il est tentant de la considérer comme une singularité absolue. Pourtant, à travers le monde, d'autres monuments surgissent, dispersés dans des contrées lointaines, tous porteurs d'une même énigme, celle d'édifices colossaux, souvent taillés dans la pierre, qui défient le temps et notre compréhension. Ces mégalithes, séparés par des océans et des millénaires, semblent parler un langage commun, comme si une même mémoire silencieuse les liait. À Baalbek, au Liban, les ruines du temple de Jupiter révèlent des blocs de pierre dont certains dépassent largement les dimensions de ceux de Gizeh. Ces colosses, pesant des centaines de tonnes, reposent dans un assemblage qui semble avoir défié les moyens humains de toute époque connue. L'un de ces blocs, surnommé la pierre de la femme enceinte, gît encore dans sa carrière, inachevé. Il est si massif qu'aucune technologie antique ne semble capable de l'avoir déplacé. Pourtant, certains de ses semblables furent intégrés dans le podium du temple. L'ombre du mystère est la même. Comment ces pierres furent-elles taillées, transportées, ajustées ? L'énigme de Baalbek résonne étrangement avec celle de Gizeh. Plus à l'ouest, en Amérique centrale, les pyramides mayas et aztèques dressent pendant leurs marches abruptes vers le ciel. À Teotihuacan, la pyramide du soleil domine la vallée, imposante, mystérieuse, inscrite dans une géométrie sacrée qui fait écho à celle de l'Égypte. Les peuples qui l'ont bâtie n'ont laissé que peu de traces écrites de leur motivation, mais l'édifice, par sa taille et son orientation, semble répondre au même désir d'inscrire la pierre dans le langage du cosmos. Comme à Gizeh, l'astronomie, les proportions et le gigantisme se mêlent pour créer une œuvre qui dépasse les besoins humains. Dans les Andes, à Sacsayhuaman, au-dessus de Cusco, des murailles monumentales s'élèvent, composées de blocs taillés avec une précision déconcertante.
Ces pierres, certaines pesant plusieurs dizaines de tonnes, s'emboîtent sans mortier, avec des ajustements si serrés qu'on ne peut glisser une lame de couteau entre elles. Le plus étrange réside dans leur forme. Elles ne sont pas régulières, mais taillées de façon complexe, polygonale, comme si elles avaient été moulées pour s'emboîter parfaitement. Là encore, l'histoire officielle attribue ces prouesses aux civilisations locales, mais la perfection de l'assemblage et la taille des blocs suscitent des doutes. Comme à Gizeh, l'ombre d'un savoir oublié plane sur ces pierres. En Turquie, Göbekli Tepe bouleverse nos certitudes. Daté de plus de 10 000 ans, ce site révèle des piliers monumentaux décorés de bas-reliefs complexes, érigés par une société que l'on croyait incapable d'une telle prouesse. Ce lieu, antérieur à l'invention de l'agriculture, témoigne d'une humanité déjà capable de planifier, de bâtir, d'ériger des structures monumentales. Göbekli Tepe n'a pas la forme d'une pyramide, mais il partage avec Gizeh le même caractère d'anomalie historique. Il ne devrait pas exister, et pourtant il est là, imposant, défiant la chronologie officielle. À l'autre bout du monde, sur l'île de Pâques, les statues à un colossal des Moaï fixent l'horizon avec leur regard impassible. Leur transport et leur érection posent les mêmes questions que les blocs de Gizeh. Comment des peuples supposés rudimentaires ont-ils pu déplacer de telles masses ? La réponse reste incertaine, oscillant entre hypothèses fragiles et silence tenace. Les Moaï, comme la pyramide, témoignent d'une volonté humaine qui dépasse l'entendement, comme si ces pierres devaient en incarner une mémoire plus vaste que celle d'un peuple isolé. Même en Europe, les mégalithes de Karnak en Bretagne, avec leurs alignements interminables, évoquent une connaissance oubliée. Ces pierres dressées, parfois énormes, obéissent à une logique qui nous échappe. Elles forment des lignes, des cercles, des agencements qui semblent répondre à un ordre cosmique. Là encore, l'impression qui domine est celle d'une humanité plus ancienne, capable d'inscrire dans la pierre des messages que nous ne savons plus déchiffrer. Toutes ces constructions, si différentes en apparence, portent pourtant des traits communs. Elles privilégient la pierre colossale, résistante au temps. Elles révèlent une précision qui dépasse les outils supposés disponibles. Elles s'orientent vers le ciel, vers les astres, comme si elles cherchaient à relier la Terre à l'univers. Elles suscitent partout le même vertige, celui d'un savoir ancien, universel, qui aurait circulé à travers les âges et les continents. L'hypothèse la plus fascinante est celle d'une mémoire partagée, d'un héritage commun transmis de génération en génération, adapté par des peuples différents, mais portant toujours la même signature, l'obsession de la pierre, de la précision et du cosmos. La Grande Pyramide serait alors le joyau de ce patrimoine universel, l'expression la plus aboutie d'un savoir qui s'est disséminé dans le monde entier avant de sombrer dans l'oubli. Mais cette comparaison soulève une autre question. Pourquoi ces civilisations, si éloignées les unes des autres, auraient-elles partagé la même obsession pour des monuments colossaux ? Certains y voient la preuve d'une connexion ancienne, d'un réseau mondial de savoir qui aurait existé bien avant notre histoire officielle. D'autres parlent d'intuition universelle, d'une fascination commune pour le ciel et la pierre, comme si l'humanité entière avait ressenti le besoin d'ancrer son existence dans des formes éternelles. Quelle que soit la réponse, le constat demeure. Les monuments de pierre dispersés sur tous les continents posent la même question, répètent la même énigme. Le voyageur qui passe de Gizeh à Baalbek, de Teotihuacan à Cusco, de Göbekli Tepe à l'île de Pâques, éprouve une sensation étrange, celle de parcourir un puzzle dont les pièces sont éparpillées à travers le temps et l'espace. Chaque monument est un fragment d'un récit oublié, une page d'un livre dont nous n'avons plus que des bribes. La Grande Pyramide, par sa majesté et son intemporalité, apparaît alors comme la pièce maîtresse de ce puzzle, le chapitre central d'une histoire plus vaste que celle de l'Égypte seule. Et si ces monuments parlaient d'une seule voix, et si tous, par leur silence, par leur gigantisme, cherchaient à transmettre le même message, que l'humanité n'est pas née dans la simplicité, mais dans la grandeur, puis a oublié son héritage ? Cette idée vertigineuse transforme la Grande Pyramide en témoin d'un savoir universel. Mais pour comprendre ce que ce savoir pouvait être, il faut aller plus loin. Ces pierres colossales semblent indiquer non seulement une maîtrise technique, mais aussi une connaissance subtile, une sagesse disparue, celle des savoirs perdus, des bâtisseurs. Lorsque l'on s'arrête devant la Grande Pyramide et que l'on contemple sa silhouette qui fend le ciel, une question obsédante se pose. Qu'est-ce que les bâtisseurs savaient, que nous avons oublié ? Car il ne s'agit pas seulement d'une œuvre de force et de volonté,
mais d'une architecture qui respire une intelligence profonde, une science silencieuse qui semble s'être éteinte avec le temps. Le monument est la preuve matérielle qu'un savoir ancien a existé, un savoir capable de transcender les limites des outils connus, de vaincre la gravité et d'inscrire dans la pierre une harmonie cosmique. Ce savoir dont nous percevons les échos à travers les proportions, les alignements et la perfection des ajustements ne se limite pas à la technique. Il embrasse la nature entière, la pierre, le ciel, le rythme des saisons, les forces invisibles de l'univers. Les bâtisseurs de la pyramide paraissent avoir travaillé avec une compréhension totale, un regard capable de voir les liens cachés entre les éléments, de transformer la matière brute en un message éternel. Nous, modernes, cherchons à tout expliquer par des machines, des calculs et des équations. Eux, semble-t-il, avaient intégré une science qui ne séparait pas le concret du sacré, ni la technique de la symbolique. Cette idée d'un savoir perdu n'est pas nouvelle. De nombreuses traditions anciennes évoquent des âges où l'humanité vivait en harmonie avec des lois plus vastes, des époques où les hommes connaissaient des secrets qui leur permettaient de dialoguer avec la nature et de façonner le monde sans violence. Dans certaines légendes, il est question de chants capables de mouvoir les pierres, de vibrations qui modifiaient leur poids, d'une connaissance des sons et des résonances. Ces récits, que l'on juge aujourd'hui fabuleux, résonnent pourtant étrangement avec le mystère de Gizeh, car ce que nous voyons, ce sont des blocs qui défient la logique, assemblés comme si la matière avait obéi à une volonté invisible. On retrouve ce même sentiment dans d'autres monuments du monde. À Sacsayhuaman, les blocs polygonaux paraissent avoir été modelés comme de l'argile alors qu'ils sont faits de roches dures. À Tiwanaku, en Bolivie, des portes et des temples sculptés dans l'andésite semblent témoigner d'une précision qui évoque l'usage de techniques oubliées. Partout où la pierre colossale devient l'écho d'un savoir qui échappe à notre mémoire. La pyramide de Gizeh, par sa majesté et sa perfection, en est le symbole le plus éclatant. Mais pourquoi ce savoir s'est-il perdu ? Peut-être parce qu'il n'a jamais appartenu à toute l'humanité, mais à une élite restreinte, à des initiés qui en rendaient jalousement les secrets. La transmission de ces connaissances aurait pu être interrompue par des catastrophes, des guerres, ou simplement par l'usure du temps. Ce qui était évident pour certains est devenu impensable pour leurs descendants. Le savoir s'est dissous dans l'oubli, ne laissant derrière lui que des monuments muets, incompréhensibles pour ceux qui vinrent après. Il est possible aussi que ce savoir n'ait jamais été écrit, qu'il se transmettait uniquement par l'expérience, par l'initiation, par des rituels dont nous avons perdu la clé. Les prêtres, les architectes, les bâtisseurs formaient peut-être une confrérie secrète détentrice d'un art que le peuple ne comprenait pas. Et lorsque cette confrérie disparut, l'art disparut avec elle. La pyramide devient alors le dernier témoignage d'une tradition effacée, le reliquat d'une mémoire dont nous ne possédons plus les mots. Le savoir perdu des bâtisseurs soulève aussi la question de leur intention. Pourquoi ériger un tel monument ? Pourquoi investir tant d'énergie dans une œuvre dont le sens nous échappe ? Peut-être que la pyramide n'était pas seulement un tombeau ou un symbole de pouvoir, mais un instrument. Certains voient en elle une machine cosmique destinée à capter, concentrer ou harmoniser des forces invisibles. D'autres parlent d'un temple initiatique, conçu pour guider l'esprit humain dans une expérience de transformation. Quelle que soit la vérité, l'évidence demeure. La pyramide ne fut pas bâtie au hasard. Elle répondait à une vision, à une logique dont nous ne possédons plus la clé. Ce savoir ancien semble aussi avoir eu une dimension universelle. Les bâtisseurs ne voyaient pas la pierre comme un simple matériau, mais comme une substance vivante, participant à l'ordre cosmique. Ils connaissaient peut-être des propriétés de la matière que nous ne soupçonnons plus. La perfection des ajustements, l'orientation vers les étoiles, la constance des proportions suggèrent une connaissance qui intégrait la terre et le ciel, la matière et l'esprit. La pyramide, c'est la preuve tangible que cette connaissance a existé, mais elle est aussi la preuve de sa perte, car nous sommes incapables de la reproduire avec la même intention. Ce qui est troublant, c'est que ce savoir semble avoir laissé des traces symboliques dans les traditions spirituelles. Les mythes parlent d'âges d'or, de temps où les hommes vivaient en accord avec les dieux. Les légendes racontent la chute de civilisations brillantes, englouties dans les flots ou perdues dans le sable. La pyramide immuable paraît être le vestige de ces récits. Une pierre témoin qui dit, sans mots, que quelque chose s'est effondré, que l'humanité a oublié. Pourtant, ce savoir n'est peut-être pas entièrement perdu. Il subsiste dans notre fascination pour ces monuments, dans notre quête incessante de comprendre, dans ce frisson que l'on ressent en posant la main sur la pierre millénaire.
La pyramide agit comme une réminiscence, un rappel enfoui dans notre mémoire collective. Elle nous dit que nous avons connu autrefois une vérité plus vaste, et qu'il nous appartient peut-être de la retrouver. Le savoir perdu des bâtisseurs n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question d'identité. Qui sommes-nous si notre passé est plus ancien, plus complexe que ce que nous croyons? Que signifie notre civilisation moderne, avec sa technologie et ses certitudes, face à un monument qui nous défie encore aujourd'hui? La pyramide renverse notre orgueil. Elle nous rappelle que l'humanité n'est pas toujours en progrès, qu'elle peut perdre autant qu'elle gagne, et que les plus grands savoirs peuvent sombrer dans l'oubli. En quittant la pyramide avec cette pensée, une autre interrogation surgit. Si le savoir des bâtisseurs s'est perdu, peut-être en subsiste-t-il des fragments, non pas dans les pierres, mais dans les récits. Car au-delà des monuments, des traditions orales ont traversé le temps, portant l'écho d'un passé oublié. Ces récits, souvent relégués au rang de mythes ou de fables, pourraient bien contenir des indices précieux. Ils sont les murmures des anciens, les ombres d'une mémoire enfouie. C'est vers eux qu'il nous faut maintenant tourner le regard, vers les récits anciens et les échos d'un passé oublié. Le désert, par son silence, semble être un livre effacé. Pourtant, derrière les pierres, derrière les sables, survivent des récits, transmis de génération en génération, qui évoquent un monde plus ancien que celui que racontent nos chronologies officielles. Ces récits, parfois confus, souvent mythologiques, ne doivent pas être pris comme de simples fables. Ils sont les échos d'une mémoire enfouie, le reflet fragmenté d'événements réels que le temps a recouverts de symboles. La grande pyramide, par son mystère, paraît résonner avec ces légendes comme si elle en était la matérialisation. Les textes arabes médiévaux, écrits bien après la période pharaonique, décrivent souvent la pyramide comme une construction antédiluvienne. Selon ces chroniques, elle aurait été érigée avant le grand déluge mentionné dans la Bible et d'autres traditions. Elle aurait servi à protéger les savoirs de l'humanité, à conserver dans la pierre les secrets des sciences, des étoiles et de la terre. Ces récits, empreints de merveilleux, rappellent une intuition universelle. Les grandes catastrophes détruisent les civilisations, mais certains monuments survivent comme des coffres-forts de mémoire. La pyramide apparaît alors non pas comme le tombeau d'un seul roi, mais comme une bibliothèque indestructible destinée aux âges futurs. Platon, dans ses dialogues, évoque l'Atlantide, une civilisation brillante engloutie dans les flots. Ce récit, souvent relégué au rang de mythe, garde pourtant une puissance évocatrice. Et si la pyramide était l'écho de ces civilisations disparues? Et si elle avait été construite par des peuples dont l'histoire ne nous a laissé aucun autre témoignage, si ce n'est des fragments de légendes? L'idée est vertigineuse, mais elle résonne avec cette impression que la pyramide n'appartient pas seulement à l'Égypte, mais à une mémoire universelle. Dans d'autres traditions, plus lointaines encore, on retrouve le même thème. En Amérique du Sud, certains récits parlent d'êtres venus avant le soleil actuel, des civilisations qui auraient façonné la pierre avant que les peuples connus n'existent. En Mésopotamie, les tablettes sumériennes évoquent des rois d'avant le déluge, régnant sur des durées démesurées liées aux étoiles et aux dieux. Ces histoires, si différentes par leur origine, convergent pourtant vers une même idée. Il y eut un temps oublié, une ère perdue dont nous ne possédons plus que des reflets. La Grande Pyramide se dresse comme une confirmation silencieuse de ces récits. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec sa masse, son orientation, sa perfection. Elle dit « quelque chose a existé, quelque chose qui échappe à vos livres d'histoire ». Elle est une énigme qui semble répondre au mythe comme un écho matériel, une preuve muette que les légendes n'ont peut-être pas tout inventé. Certains prêtres égyptiens, selon les auteurs grecs, affirmaient eux-mêmes que leur savoir venait d'un temps très ancien. Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, rapportait leurs paroles évoquant des dynasties même plus vieilles encore que celles que nous connaissons. Pour eux, l'histoire n'était pas linéaire. Elle était faite de cycles, de destruction et de renaissance. Dans cette vision, la pyramide pouvait très bien être le vestige d'un âge antérieur, intégré ensuite à la culture égyptienne, mais portant la mémoire de mondes disparus. La fonction de ces récits n'est pas seulement de nourrir l'imaginaire. Ils nous rappellent que la mémoire humaine est fragile, que l'histoire écrite n'est qu'une portion réduite de la vérité. Ce que nous appelons mythe pourrait être, en réalité, une transmission codée, une manière d'envelopper dans le langage symbolique des événements trop anciens pour être racontés autrement. Le déluge, par exemple, est évoqué dans des dizaines de cultures différentes, séparées par des océans. Comment expliquer cette récurrence, sinon par un souvenir commun, transformé par le temps en légende universelle?
La pyramide, en ce sens, agit comme un pont entre la légende et la réalité. Elle donne corps à ces récits. Elle confirme par sa simple existence que quelque chose d'extraordinaire a eu lieu. Car si les légendes parlent d'âges brillants, de savoirs perdus et de monuments indestructibles, la pyramide en est le témoin. Elle est la preuve que le passé n'est pas seulement ce que racontent nos manuels, mais un océan de mystères dont nous n'avons exploré que la surface. Ce qui frappe, dans tous ces récits anciens, c'est leur tonalité mélancolique. Ils parlent d'un âge d'or disparu, d'une connaissance engloutie, d'une grandeur effacée. Ils expriment la perte, la nostalgie d'un savoir que nous n'avons plus. La pyramide, par son silence, incarne cette nostalgie. Elle se tient comme un vestige d'un monde effondré, comme une cicatrice sur le sol du désert, rappelant que l'humanité a déjà connu des apogées dont nous ne savons plus rien. Mais ces récits, aussi fascinants soient-ils, posent une autre question. Pourquoi la mémoire a-t-elle été si fragmentée ? Pourquoi les grands savoirs auraient-ils été réduits à des mythes, au lieu d'être transmis clairement ? Peut-être parce que la transmission fut volontairement cryptée. Peut-être que les anciens savaient que leur monde allait disparaître, et qu'ils choisirent de graver leur mémoire non pas dans des livres fragiles, mais dans la pierre, indestructible. La pyramide serait alors le récit condensé d'une histoire oubliée, racontée non pas avec des mots, mais avec des proportions, des orientations, des masses. Le voyageur moderne, en écoutant ces échos, ressent une étrange résonance. Les mythes ne semblent plus être de simples fables, mais des souvenirs collectifs qui ont traversé le temps. La pyramide apparaît comme la confirmation de leur vérité cachée, un témoin silencieux d'un passé effacé. Elle ne parle pas seulement à l'intellect, mais à la mémoire profonde de l'humanité, celle qui se souvient encore, dans l'ombre d'un âge oublié. Et si les récits anciens contiennent des fragments de vérité, alors il nous faut les lire autrement. Non plus comme des contes, mais comme des clés, des codes pour comprendre ce que les pierres taisent. Ils pourraient bientôt bien être les seuls guides qui nous restent pour approcher le mystère des bâtisseurs. La pyramide, dans ce cadre, n'est pas un monument isolé, mais un message inscrit dans une tradition universelle de mémoire. Ainsi, la Grande Pyramide résonne avec les légendes comme une note grave, persistante, qui traverse les siècles. Elle nous rappelle que l'histoire humaine n'est pas un chemin droit, mais une mosaïque incomplète, faite de pertes et de renaissances. Elle nous invite à écouter ces récits avec un autre regard, à entendre derrière leurs symboles le murmure d'un passé effacé. Mais si les mythes disent vrai, même en partie, alors une question encore plus vertigineuse s'ouvre. Qui étaient ces civilisations disparues ? Que savaient-elles vraiment ? Et si elles ont bâti la grande pyramide ou l'ont transmise, pourquoi leur mémoire s'est-elle dissoute ? Ce mystère nous conduit vers les hypothèses les plus audacieuses, celles qui évoquent non plus seulement des héritages oubliés, mais des civilisations entières effacées du temps. C'est vers ces hypothèses alternatives, ces visions d'un monde disparu qui précéda le nôtre, que nous devons maintenant tourner notre regard. Depuis des siècles, la Grande Pyramide a nourri l'imaginaire de chercheurs, de voyageurs et de rêveurs. Certains, insatisfaits par les explications traditionnelles, se sont aventurés sur des chemins plus incertains, proposant que ce monument ne soit pas seulement l'œuvre des Égyptiens de l'Antiquité, mais le vestige d'un monde oublié. Ces hypothèses, bien qu'écartées par la science officielle, persistent parce qu'elles résonnent avec le silence obstiné des pierres et l'impression troublante que ce monument ne correspond pas à l'époque à laquelle on veut l'attacher. La première de ces hypothèses est celle d'une civilisation antérieure à l'Égypte pharaonique. Elle suppose qu'avant l'émergence du Nil comme berceau des dynasties royales, une société plus ancienne, dotée d'un savoir avancé, ait existé. Cette civilisation aurait bâti des monuments colossaux, dont la pyramide serait le témoin le plus impressionnant. Mais pour une raison que l'on ignore, catastrophe naturelle, bouleversement climatique, guerre ou peut-être effondrement interne, elle aurait disparu, laissant derrière elle des vestiges énigmatiques. Les Égyptiens, arrivant plus tard, auraient intégré ces structures à leur culture, les recouvrant de leur symbolique mais sans en être les véritables bâtisseurs. Certains rapprochent cette idée du mythe de l'Atlantide, tel que Platon le rapporte. Une civilisation brillante, disparue dans les flots après avoir défié les lois du monde, aurait laissé des traces dispersées. La pyramide de Gizeh serait alors l'un de ces fragments, un vestige échappé à la destruction, transmis comme un héritage dont on a perdu la clé. Cette vision, souvent rejetée comme une fantaisie, ne cesse pourtant de revenir, alimentée par le sentiment que la pyramide n'appartient pas seulement à l'histoire égyptienne, mais à une mémoire planétaire.
D'autres hypothèses parlent non pas d'une civilisation unique, mais d'un réseau de peuples anciens, dispersés sur différents continents, partageant une même connaissance. Selon cette perspective, les pyramides égyptiennes, les temples mayas, les mégalithes andins et les alignements européens seraient les fragments d'une tradition universelle. Tous témoignèrent d'un langage commun, fondé sur la pierre, les proportions et le ciel. Ce savoir aurait circulé à travers des routes maritimes oubliées, des échanges anciens dont nous n'avons plus de traces. La pyramide, dans ce cadre, serait moins une exception qu'un chef-d'œuvre parmi d'autres, le sommet d'un art universel désormais effacé. Certaines spéculations vont encore plus loin. Elles suggèrent donc que les bâtisseurs de la pyramide ne furent pas des hommes semblables à nous, mais des êtres différents, peut-être venus d'ailleurs. Les récits anciens d'êtres descendus du ciel, de dieux qui enseignèrent aux hommes les arts et les sciences, alimentent cette vision. La pyramide serait alors un héritage extraterrestre, une balise cosmique destinée à transmettre un message ou à rappeler une présence. Cette hypothèse, souvent considérée comme extravagante, fascine néanmoins, car elle propose une explication à la disproportion entre les moyens attribués aux Égyptiens et le résultat obtenu. Mais qu'elle évoque l'Atlantide, un réseau mondial de savoir ou une origine céleste, toutes ces hypothèses ont en commun de reconnaître une chose. La pyramide dépasse ce que l'histoire officielle peut expliquer. Elle est l'empreinte d'un savoir perdu, d'une mémoire effacée, qui défie la logique de notre chronologie linéaire. Les civilisations disparues, qu'elles aient été humaines ou non, apparaissent alors comme l'arrière-plan invisible de ce monument. Ce qui frappe, c'est la résonance entre ces hypothèses et les récits mythologiques du monde entier. Partout on trouve des histoires d'âge d'or, de peuples brillants détruits pourtant par des catastrophes, de savoirs transmis par des dieux ou des ancêtres mystérieux. La pyramide devient alors la preuve matérielle que ces récits ne sont peut-être pas entièrement symboliques. Elle est la pierre tangible qui confirme qu'un monde antérieur a existé, même si nous en avons perdu presque toutes les traces. Les archéologues orthodoxes répondent souvent que l'absence de preuves matérielles contredit ces hypothèses. Mais peut-être la pyramide elle-même est-elle la preuve. Elle est là, immuable, défiant nos théories. Son existence, plus que tout autre monument, interroge nos certitudes. Car si elle n'appartient pas vraiment à l'histoire égyptienne, alors elle appartient à un autre récit, que nous n'avons pas encore écrit. Cette perspective invite à une réflexion plus profonde sur la mémoire humaine. Les civilisations ne laissent pas toujours des traces visibles. Le temps efface les bois, les tissus, les métaux. Seule la pierre résiste. Si une civilisation disparue avait réellement existé, peut-être ne reste-t-il d'elle que des monuments trop vastes pour disparaître. La pyramide serait alors le témoin muet d'une humanité plus ancienne dont nous avons perdu jusqu'au nom. Le voyageur qui contemple la grande pyramide peut ressentir ce vertige. Elle ne lui parle pas seulement d'un roi égyptien, mais d'un monde englouti. Elle est le symbole d'une perte, d'un oubli immense. Elle dit que nous ne connaissons pas toute notre histoire, que nous ne savons pas d'où nous venons réellement. Les hypothèses alternatives, loin d'être de simples spéculations, traduisent cette intuition profonde. La pyramide ne se comprend pas si l'on reste enfermé dans les limites de l'histoire officielle. Mais ces hypothèses, aussi audacieuses soient-elles, soulèvent une question fondamentale. Pourquoi cette mémoire a-t-elle disparu ? Quelle force, quels événements ont pu effacer une civilisation capable de tels prodiges ? Et pourquoi la pyramide, elle, a-t-elle survécu, seule au milieu du désert, comme un témoin isolé ? Peut-être parce qu'elle fut conçue pour traverser l'oubli, pour résister au temps et rappeler, à ceux qui viendraient après, que d'autres mondes ont existé. Ainsi, la Grande Pyramide, par son silence, devient le symbole des civilisations disparues. Elle est la voix de ceux qui n'ont pas laissé de livres ni de chroniques, mais seulement de la pierre. Elle nous dit que l'histoire n'est pas complète, qu'elle est une mosaïque trouée, et que les civilisations, comme les étoiles, naissent, brillent, puis s'éteignent, ne laissant derrière elles qu'une lumière persistante. Mais ce silence de pierre, qui suggère l'existence de mondes effacés, ouvre une autre interrogation. Car si la pyramide est une mémoire d'un passé disparu, alors elle n'est pas seulement un monument, elle est un texte, une archive, un message gravé dans la pierre. C'est vers cette dimension, celle de la mémoire minérale et de l'inscription volontaire d'un message éternel, que nous devons maintenant tourner notre regard. La Grande Pyramide n'est pas seulement un monument, elle est une archive. Chaque bloc, chaque angle, chaque orientation semble être l'équivalent d'une page figée dans la roche inscrite pour l'éternité.
Là où les manuscrits s'effacent, où les fresques se ternissent, où les langues meurent, la pierre demeure. Elle porte en elle la mémoire de ceux qui l'ont dressée, mémoire muette mais persistante, qui défie le temps et s'impose à nous avec une force implacable. Il est frappant de constater que, malgré les millénaires, la pyramide est toujours là, presque intacte, alors que tant d'autres traces de l'Antiquité se sont effondrées. Ce n'est pas un hasard. Les bâtisseurs ont choisi la pierre et non n'importe laquelle. Un calcaire dur, un granit massif, des matériaux destinés à survivre au siècle. Cette volonté de permanence laisse entendre une intention, celle de transmettre. Comme si l'édifice n'était pas seulement destiné à son époque, mais conçu pour ceux qui viendraient bien après. La mémoire gravée dans la pyramide ne se réduit pas à son apparence extérieure. Elle réside aussi dans ses proportions, dans ses orientations, dans les mystérieuses galeries qui serpentent en son sein. Chaque élément semble répondre à une logique cachée, comme si les bâtisseurs avaient voulu coder un message non pas dans des mots, mais dans des rapports, des alignements, des volumes. C'est une écriture différente, une écriture minérale, accessible seulement à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. On pourrait dire que la pyramide est une bibliothèque sans livres. Ses pierres sont les étagères, ses proportions sont les phrases, ses galeries sont les chapitres. Mais qui peut la lire ? Nous tentons de la déchiffrer avec nos sciences modernes, mais peut-être faut-il un autre regard, une autre sensibilité pour comprendre ce qu'elle voulait transmettre. Les anciens savaient que les mots s'oublient, mais que les formes et les symboles survivent. Ils ont gravé leur mémoire non pas dans des langues fragiles, mais dans l'universalité des formes géométriques. Cette idée d'une mémoire de pierre trouve un écho dans d'autres cultures. Les mégalithes, les cercles de pierre, les temples cyclopéens semblent eux aussi être des livres ouverts dans le paysage. Ils portent une mémoire qui dépasse les peuples qui les ont bâtis. La pyramide parmi eux est le manuscrit le plus achevé, le plus ambitieux, une sorte de testament universel. Elle ne parle pas seulement des Égyptiens, mais de l'humanité entière, de son désir de se perpétuer, de résister à l'oubli. Il était possible que cette mémoire ne soit pas seulement symbolique. Certains chercheurs ont suggéré que les dimensions et les proportions de la pyramide contiennent des connaissances précises, mesures de la Terre, rapports astronomiques, cycles cosmiques. Que ces hypothèses soient confirmées ou non, elles traduisent une impression profonde, celle que la pyramide n'a pas été construite au hasard, mais pour contenir dans sa forme même une somme de savoir. Elle est un coffre, non pas rempli d'objets, mais d'idées. L'absence de décoration intérieure, contrairement aux autres monuments égyptiens, renforce ce sentiment. Là où les temples regorgent chacun de hiéroglyphes et de fresques, la grande pyramide reste nue, dépouillée, comme si son message n'avait pas besoin de mots. C'est la pierre elle-même qui parle, dans sa masse, dans son silence. Cette austérité n'est pas un manque, mais une intention. Elle suggère que l'essentiel ne se lit pas dans les images, mais dans l'architecture elle-même. Le visiteur moderne, en pénétrant dans ces couloirs étroits, ressent cette impression de traverser un livre ancien dont il ne comprend pas la langue. Le silence, l'obscurité, la résonance des pierres donnent à ces galeries un caractère presque initiatique. On ne s'y promène pas comme dans un tombeau décoré, on y avance comme dans un mystère. Chaque pas rappelle que l'on est en présence d'un savoir codé, d'une mémoire volontairement dissimulée. Ce qui est fascinant, c'est la capacité de la pyramide à continuer de transmettre malgré notre ignorance. Nous ne comprenons pas tout, mais elle nous oblige à poser des questions. Elle nous pousse à douter de nos certitudes, à chercher plus loin que ce que l'histoire officielle raconte. En ce sens, elle remplit parfaitement sa fonction de mémoire. Non pas donner des réponses toutes faites, mais forcer à interroger. Son message n'est peut-être pas un contenu précis, mais une invitation à l'éveil. Cette mémoire gravée dans la pierre nous confronte aussi à la fragilité de notre propre époque. Nous vivons entourés de données numériques, de livres imprimés, de mémoires artificielles qui s'effaceront peut-être en quelques décennies. Que restera-t-il de nous dans 5000 ans ? Sans doute pas nos bibliothèques électroniques ni nos monuments de verre et d'acier. La pyramide, elle, sera encore debout. Ce contraste souligne la profondeur de la vision des anciens. Ils ont pensé leur mémoire sur l'échelle de l'éternité et non sur celle d'une génération. Mais cette mémoire minérale pose une question troublante. Que voulait-il vraiment transmettre ? Était-ce un savoir technique, une connaissance du ciel et de la terre ? Était-ce un message spirituel, une invitation à l'élévation de l'âme ? Était-ce un avertissement destiné à ceux qui, un jour, redécouvriraient le monument et se demanderaient qui l'a construit ? Peut-être était-ce tout cela à la fois, condensé dans une forme si parfaite qu'elle résiste à toutes les interprétations.
La pyramide devient alors un miroir. Elle reflète autant celui qui la contemple que celui qui l'a bâtie. L'ingénieur y voit un exploit technique, le mystique y lit un temple sacré, l'historien y cherche une chronologie, le rêveur y devine une énigme cosmique. Chacun y projette son propre regard, et c'est peut-être là la force de ce monument, offrir à chacun une mémoire adaptée, une réponse qui dépend de la question posée. Et pourtant, derrière cette pluralité, une certitude demeure. La pyramide a été conçue pour durer, pour défier le temps et parler à l'avenir. Elle est la mémoire la plus ancienne que nous ayons encore debout, et son message, même voilé, continue d'agir. Elle ne livre pas ses secrets, mais elle empêche l'oubli. Elle dit à l'humanité « Vous n'êtes pas les premiers, et vous ne serez pas les derniers ». Mais cette mémoire, aussi vaste soit-elle, a un prix, celui du silence. La pyramide ne donne pas de réponse coin claire, elle laisse planer le mystère. Et ce mystère, loin de s'atténuer, semble se renforcer au fil des siècles. C'est peut-être cela le véritable héritage qu'elle porte. Nous rappeler que l'histoire n'est jamais complète, que la vérité n'est jamais entièrement saisie. Dans ce silence, une dernière étape se dessine. Après avoir interrogé les pierres, les outils, les rampes, les ouvriers, les héritages et les récits, une évidence surgit. La pyramide est, avant tout, une énigme éternelle. Elle se tient comme une présence qui défie toute explication définitive. C'est vers cette conclusion, vers ce silence ultime qui entoure la grande pyramide, que nous devons maintenant nous tourner. Au cœur du plateau de Gizeh, sous le soleil implacable du désert, la grande pyramide demeure. Depuis des millénaires, elle défie le temps, les vents, les tempêtes de sable, les regards et les interprétations. Les empires se sont succédés, les langues ont disparu, les religions se sont transformées, mais elle est toujours là, immobile, immuable, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Elle est plus qu'un monument, elle est une présence. Et cette présence, ce qui frappe le plus, n'est pas seulement sa taille ou sa perfection, mais le silence qui l'entoure. Un silence dense, presque vivant, qui semble protéger son secret. Les voyageurs qui s'approchent des berges de la pyramide ressentent souvent une étrange impression. Malgré les foules, malgré les voix et les bruits d'un moderne, un mutisme puissant s'impose, comme si l'édifice lui-même imposait le respect, réduisant toute tentative de parole à une futilité. Le silence de la pyramide n'est pas une absence de son, mais une force qui absorbe et neutralise les discours. C'est un silence qui dit plus que les mots, un silence qui dure depuis des milliers d'années et qui continuera, sans doute, à durer bien après nous. Ce silence, c'est peut-être son plus grand mystère. Car si elle avait été un simple tombeau, on y aurait trouvé des inscriptions, des fresques, des objets funéraires, tout ce qui caractérise l'art égyptien. Mais la grande pyramide est nue. Ses galeries, ses chambres, ses parois sont dépourvues d'ornements. Pas un hiéroglyphe, pas une image, pas une prière. Cette absence volontaire en dit long. Et comme si les bâtisseurs avaient voulu que le monument ne parle pas par des mots, mais par sa forme même, par sa masse, par son silence. C'est ce mutisme qui déroute. Pourquoi ériger l'édifice le plus gigantesque de l'Antiquité pour le laisser vide de décoration ? Peut-être ce silence est-il un choix délibéré. La pyramide, dans cette perspective, devient un instrument de contemplation. Elle n'impose pas une interprétation précise, elle laisse aux visiteurs la liberté de chercher. Elle est comme un miroir qui reflète les questionnements de chacun. Le scientifique y cherche des mesures, l'archéologue y voit un chantier colossal, le mystique y perçoit une porte vers l'invisible. Mais elle, dans son mutisme, ne confirme rien, ne nie rien. Elle demeure offerte et insaisissable à la fois. Ce silence agit aussi comme un rappel de la fragilité humaine. Les dynasties de pharaons ont laissé des récits, des fresques, des temples qui, pour beaucoup, se sont effacés. Leurs noms eux-mêmes, pour certains, se sont perdus. Mais la pyramide, elle, est encore là. Elle a survécu à ceux qui l'ont construite, à ceux qui l'ont revendiquée, à ceux qui l'ont étudiée. Elle ne dit pas qui l'a bâtie, ni pourquoi. Elle rappelle simplement que l'homme passe, mais que la pierre demeure. C'est une leçon d'humilité inscrite dans le désert. Les siècles d'études n'ont pas réussi à briser ce mutisme. Les archéologues ont fouillé, mesuré, comparé. Les ingénieurs ont calculé, modélisé, reconstitué. Les poètes et les mystiques ont rêvé, interprété, invoqué. Mais la pyramide garde son secret. Elle oppose à toutes nos tentatives d'explication son silence indestructible. Peut-être est-ce que cela, le véritable message qu'elle porte, nous rappeler que certains mystères ne doivent pas être résolus, mais contemplés. Qu'il existe au cœur du monde des énigmes qui nous dépassent et qui nous obligent à l'humilité. Le silence de la pyramide est aussi une promesse.
Il dit que, malgré les siècles, le monument est encore là pour interroger ceux qui viendront. Les générations futures, peut-être, y liront ce que nous ne savons pas lire, peut-être découvriront-elles une clé, un fragment de savoir, un angle nouveau, ou peut-être comprendront-elles que la pyramide n'a jamais eu pour but d'être comprise, qu'elle est une énigme volontaire destinée à résister à toutes les explications. Dans ce silence, on peut voir aussi un avertissement. Car si la pyramide est une mémoire, elle nous dit que les civilisations naissent, atteignent leur apogée, puis disparaissent. Elle est le témoin d'un monde que nous ne connaissons plus. Elle nous rappelle que le nôtre aussi est fragile, que nos certitudes peuvent s'effondrer. Elle est une voix muette qui dit « Tout passe, mais certaines choses demeurent. Ce qu'elle a traversé, peut-être d'autres le traverseront. Et son silence, toujours, sera là pour rappeler aux survivants ce que l'humanité peut oublier. Le désert, chaque soir, recouvre la pyramide de son manteau d'ombre. Les étoiles apparaissent et la silhouette sombre du monument se détache sur la voûte céleste. À ce moment, on comprend que son silence n'est pas vide, mais dialogue. Elle parle avec les astres, avec le temps, avec l'infini. Elle n'a pas besoin de mots pour dire « Je suis là depuis des millénaires et je serai encore là après vous ». Ce langage muet est peut-être le plus universel qui soit. La Grande Pyramide, par son silence éternel, agit comme une frontière. Elle sépare ce que nous croyons savoir de ce que nous ignorons. Elle nous force à accepter l'inconnu, à vivre avec l'incertitude. Elle dit que l'histoire humaine est incomplète, que le passé n'est pas seulement ce que nous racontons, mais aussi ce que nous avons perdu. Elle est une énigme figée, non pour être résolue, mais pour nous rappeler que tout savoir a ses limites. Ainsi se termine ce voyage autour du mystère de Gizeh. Après avoir exploré les pierres, les outils, les rampes, les ouvriers, les héritages et les mythes, il reste cette conclusion immuable. La pyramide est et restera un mystère. Son silence est tout son langage, son secret et sa force. Elle n'exige pas que nous la comprenions, mais que nous l'écoutions. Et en l'écoutant, nous découvrons non pas des réponses, mais une vérité plus vaste, celle de notre ignorance, celle de l'infini qui nous entoure. La Grande Pyramide ne nous appartient pas, elle appartient au temps, à la mémoire, à l'inconnu, et son silence éternel continuera de défier nos certitudes jusqu'à la fin des âges.